Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette soirée spéciale débat de la présidentielle organisée par le Cercle de Lyon. Merci de votre fidélité. Le premier débat que j'ai eu le plaisir d'animer pour vous, c'était celui des élections municipales de 2001. Le dernier, c'était en février 2020 pour les élections à la métropole de Lyon. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour un débat à 7 voix, ce qui n'est pas forcément simple. L'idée surtout, c'est d'entendre 7 représentants lyonnais de 7 candidats à l'élection présidentielle qui nous présenteront la vision de leurs candidats sur 3 grands thèmes. Mais cette vision, ils nous l'exprimeront à travers leurs mots et leur expérience d'acteurs engagés ici à Lyon. On sait tous qu'on élit un président de la République, pas un maire, mais votre perception d'hommes et de femmes de terrain nous intéresse au plus haut point. Y a-t-il dans les programmes des projets que vous avez mis en avant et qui ont été repris par vos candidats, des idées que vous êtes arrivés à faire remonter auprès de vos candidats? C'est aussi cela que l'on a envie de comprendre. Alors, sans plus attendre, je vous présente nos 7 intervenants de ce soir. Et bien sûr, je vais commencer, alors, pour vous, tout à droite, tout à l'extrême droite, sans connotation politique évidemment, par vous présenter donc Anaïs Belwassa, secrétaire générale pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Merci, merci d'être là ce soir et de nous permettre de ne pas être complètement 100% masculin, même si effectivement tous les représentants représentent des candidates et des candidats. Là, il y a beaucoup plus de parité, mais c'est vrai qu'on a une tribune et qui est excessivement masculine ce soir. Merci à vous d'être là. À vos côtés, Benjamin Badouar, coprésident donc du groupe Les Écologistes à la métropole de Lyon. Merci d'être là. À vos côtés, Pierre Oliver, maire Les Républicains du 2e arrondissement. Alors oui, je n'ai pas précisé, donc on a dit Jean-Luc Mélenchon. Benjamin Badouar, donc pour la candidature de Yannick Jadot. À vos côtés, donc Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement pour Valérie Pécresse. À vos côtés, bonsoir et merci d'être là aussi, Andrea Cotarac, conseiller régional du Rassemblement national représentant Marine Le Pen. Cédric Van-Stevendel, bonsoir. Merci d'être là. Maire PS de Villeurbanne, vice-président à la culture de la métropole de Lyon, représentant donc Anne Hidalgo. À vos côtés, Thomas Rudigoz, bonsoir. Merci d'être là aussi. Député La République En Marche de la première circonscription du Rhône et conseiller métropolitain également, représentant donc Emmanuel Macron. Et puis, à mes côtés, quasiment à l'extrême gauche, pour vous, Éric Pellet, pardon, porte-parole de Reconquête ici dans le Rhône, pour Éric Zemmour. Alors, 3 grands thèmes vont occuper nos débats ce soir. Impossible de parler de tous les sujets, bien sûr, en 90 minutes. 3 grands dossiers seulement. Premier thème, quelle politique économique et sociale pour le prochain quinquennat? Quelles réformes défendez-vous? Que faire sur la question du pouvoir d'achat, des retraites, mais aussi en matière d'éducation, de logement, de santé, d'insertion, d'endettement, hein, donc un chapitre, on va dire, économie et sociale. Deuxième thème, quelle politique européenne et internationale pour la France, après 3 semaines de guerre en Ukraine, et alors que quelques 3 millions d'Ukrainiens ont fui les bombardements russes, d'ores et déjà. Quelle place pour la France au sein de l'Union européenne? Quid des enjeux de souveraineté européenne, que ce soit en matière d'industrie, de santé, de défense. Et puis le 3e thème concernera la politique en matière de transition écologique pour les 5 prochaines années. Quel mix énergétique? Quelle réponse aux dernières alertes du GIEC? Quelle articulation entre l'État et les collectivités locales sur ce sujet? En conclusion, vous aurez chacun 1 minute. On va commencer donc forcément par l'introduction. Rapidement, un premier tour de table, en 30 secondes chacun, une question. Qu'attendez-vous de cette campagne présidentielle? Alors, l'ordre de passage a été tiré au sort, comme pour chacun des thèmes. Alors, évidemment, quand je vous dis qu'attendez-vous de cette élection présidentielle, en dehors du fait de souhaiter, évidemment, l'élection de votre candidat ou de votre candidate. Et donc, c'est Cédric Van-Stevendel qui a l'honneur de commencer. Les attentes du maire de Villeurbanne par rapport à cette élection présidentielle et par rapport à votre candidate.
Il n'y a même pas de... Ah si, c'est bon. Ça compte pas dans les 30 secondes, Monsieur Vacher, c'est bon. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Moi, ce que j'attends de cette campagne, mais pas simplement en tant que maire de Villeurbanne, en tant que simple citoyen, tout simplement, c'est d'abord que le débat s'installe. Et je suis heureux que, enfin, ce soir, nous ayons l'ensemble des projets qui soient sur la table. Deuxièmement, je souhaite, et je crois que nous le souhaitons tous, que ce débat s'installe sur les vraies préoccupations des Françaises et des Français, que ce soit les questions de pouvoir d'achat, d'industrialisation ou de réindustrialisation de la France, de logement, d'éducation, de santé. Et puis, enfin, surtout, ce que j'espère, c'est que cette campagne, elle ne va pas viser à nous opposer davantage qu'à nous rassembler. Elle ne va pas jouer sur les peurs plutôt que nous rassurer dans un moment où on a besoin d'union nationale. Voilà ce que j'attends de cette campagne, mais voilà ce que j'attends aussi de ce débat ce soir, dans la tenue de ce débat. Merci beaucoup, Cédric Mortier-Mandel. Éric Pellet, vos attentes par rapport à cette élection? Bonsoir. Mes attentes, c'est que les Français aillent voter en masse. L'abstention, le poison de la démocratie. Et ça pose un problème de légitimité si effectivement on n'a pas un vote important. Donc j'espère qu'il y aura une abstention ridicule à ces prochaines présidentielles. Et également que les Français stimulent leur conscience politique pour regarder le réel du pays, conscience politique qui s'est largement affaiblie ces dernières années au profit d'une conscience socio-médiatique. Merci Éric Pellet. Anaïs Bellouassa. Je ne sais pas si ça marche. Ah si. Eh bien, nous, ce qu'on attend, c'est une réelle confrontation démocratique, premièrement, avec des débats qui se font avec l'ensemble des candidats. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment la confrontation entre deux visions, celle du libéralisme contre celle du bien-être, de l'harmonie entre les êtres humains, la nature. Et on arrive avec un projet politique, avec un programme qui est chiffré, avec un programme qui a 694 mesures. Et je pense que c'est le moment de faire le tournant dont la société a besoin. Et si on ne le fait pas ensemble, avec un vrai projet, ça ne se fera pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé du GIEC. On est face à un enjeu, c'est celui-ci, et je pense qu'il faut le faire. Merci beaucoup. Pierre Oliver. Bonsoir à tous. Voilà, pas trop fort. Écoutez, des choses ont été déjà dites par certains de mes camarades à côté. C'est vrai que moi, ce que j'attends de cette élection, c'est avant tout qu'on puisse débattre, qu'on puisse avoir des propositions, faire émerger des idées pour la France. On a le sentiment que depuis maintenant 2-3 mois, la campagne n'a pas réellement démarré. Et donc, ce que j'attends véritablement, c'est un débat, des idées pour la France. Et autre chose de très important, et là c'est peut-être avec ma casquette de maire que je le dis, j'espère sincèrement que les gens vont se mobiliser largement et que cette élection présidentielle va réussir à intéresser nos concitoyens pour, je dirais, l'avenir de la France pour les 5 prochaines années. Merci. Andrea Cotarac. Bonsoir à tous. Écoutez, ce que j'attends, c'est assez simple, c'est que c'est un grand moment démocratique. J'attends finalement un véritable débat d'idées. Un véritable débat d'idées pour réconcilier les Français avec la chose publique, pour réconcilier les Français avec les choix politiques. Et il se passe quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui, c'est que le président de la République ne souhaite pas débattre. C'est qu'on a un Emmanuel Macron qui n'a cessé de faire des diversions. Lorsque les hôpitaux croulaient, il a lancé une polémique en emmerdant les Français non vaccinés. Lorsque le ministre de l'Éducation nationale donnait ses choix pour la rentrée politique depuis Ibiza, il a dit et lancé une polémique pour que les universités soient payantes. Donc j'attends véritablement un débat par rapport à un bilan. On a un président sortant qui ne souhaite pas débattre. Donc j'attends ce soir avec vous un vrai débat d'idées, programme contre programme. Merci. Benjamin Badouard. Bonsoir tout le monde, c'est bon, ça marche. Merci pour l'invitation. Effectivement, ça a déjà été dit, l'intérêt déjà c'est de faire ce débat dans cette campagne. Effectivement, le président candidat est arrivé en campagne il y a très très peu, donc on va enfin pouvoir avoir ces débats. Et moi je pense qu'on se rend compte depuis 2 ans avec le Covid, depuis quelques semaines avec la crise ukrainienne, qu'on subit, aujourd'hui on subit énormément de chocs, et depuis des années par rapport au climat. Donc j'espère que dans cette campagne, on va centraliser un peu les débats sur les vrais enjeux d'avenir, les enjeux climatiques, les enjeux démocratiques, les enjeux de solidarité. Donc j'espère que cette campagne va en parler, et j'espère que le président surtout pourra répondre à ces questions. Très bien. Eh bien, le président, son porte-parole local ici ce soir, Thomas Rudigoz. Merci Jean-Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Ce que j'attends de cette élection, comme tout un chacun, c'est effectivement que nous ayons un grand débat démocratique. C'est une des grandes respirations démocratiques de notre pays tous les 5 ans. Et je crois que ce qui est important, c'est effectivement que nous ayons cet échange avec nos concitoyens.
Contrairement à ce que je peux entendre encore sur cette tribune, le président ne se défaussera pas, sera présent à un certain nombre d'événements. Il fera des rencontres médiatiques, comme il l'a déjà fait sur TF1, il en fera d'autres. Et puis pour ceux qui ont suivi la séquence de cet après-midi, je préciserai juste pour mes collègues, mes co-débatteurs, que le président de la République a parlé pendant 4 heures tout à l'heure. 4 heures. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui, pour cette élection, peuvent avoir cet exercice, comme il l'a souvent fait pour d'autres moments démocratiques de notre pays, pouvoir être en échange à la fois pour une présentation très exhaustive de son programme et pour avoir un échange construit avec des observateurs importants de la vie politique que sont les journalistes. Merci. Alors on en vient au premier thème de ce débat. Quelle politique économique et sociale pour le prochain quinquennat? Vous avez chacun 4 minutes. Alors si vous me dites que vous voulez les utiliser en 2 fois 2 minutes, c'est possible. Mais je vous propose de faire d'un seul trait vos 4 minutes. Et on va commencer avec vous, Pierre-Oliver. Quelle réforme en matière économique et sociale vous défendez, par exemple? Écoutez, c'est vrai que le thème est large et on a 4 minutes, donc je vais essayer de je dirais, à la fois dresser un bilan assez succinct des années que l'on vient d'avoir et essayer de vous mettre en avant quelques propositions de Valérie Pécresse. Moi, je voulais avant tout, peut-être parce qu'il faut savoir des fois être un peu pragmatique, vous dire que par rapport au mandat précédent, celui de François Hollande, je trouve qu'en France, on a revu un petit peu de l'investissement et ça a été une bonne chose. Et je trouve que des fois, il faut savoir mettre en avant des aspects positifs. Ensuite, je dirais que le vrai problème que l'on a eu, il est sur le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron a commencé son mandat en augmentant la CSG, en désindexant les retraites, ce qui fait qu'en réalité, une large part de nos retraités ont vu leur niveau de vie baisser de 2%. On a eu également une hausse assez large, je dirais, des taxes sur les carburants, ce qui derrière a généré une crise que l'on a vécue largement à Lyon, qui est celle des Gilets jaunes, et qui a plombé, je dirais, bon nombre de nos commerces en centre-ville. On a aussi eu le coût de l'énergie en général qui a augmenté. La facture moyenne a monté entre 350 € et 500 € pour les ménages. Donc finalement, on le voit sur le pouvoir d'achat. Le président de la République sortant n'a pas forcément été au rendez-vous. Et je dirais qu'il y a des indicateurs qui sont assez précis. Par exemple, le salaire moyen, je dirais, est inférieur en France de 10% à celui de la Belgique, de 20% à celui de l'Allemagne. Et ça, c'est des indicateurs que nous, on regarde. Et derrière, en face de ça, on s'est dit, qu'est-ce que nous pouvons proposer pour régénérer tout de suite du pouvoir d'achat aux Français. Vous savez, Valérie Pécresse veut augmenter de 10% les salaires. Et surtout, ça passe par, dans un premier temps, la fin des 35 heures et la libéralisation du temps de travail. Il faut que maintenant, le travail paye plus que l'assistanat. Et donc là-dessus, cette mesure, elle est assez simple. Aujourd'hui, quand vous avez des accords d'entreprise, tout temps supplémentaire après les 35 heures sont des heures supplémentaires qui donc coûtent 10% en plus pour les entreprises. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il doit y avoir des accords par filière et par entreprise pour que les entreprises ne payent plus les heures supplémentaires plus chères et que derrière, les salariés puissent y retrouver également, puisque les heures entre la 35e et la 38e heure, par exemple, seraient à la fois exonérées de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. En parallèle, nous avons l'intention de remettre en place des heures supplémentaires défiscalisées au-delà de ces accords d'entreprise. Et en parallèle, nous avons également proposé de pouvoir convertir les heures de RTT en salaire sans charge ni impôt. Donc voilà des propositions très claires sur le pouvoir d'achat. Et tout cela, vous allez me dire, mais comment on le finance ? On le finance par des économies et nous n'avons pas peur de le dire. On l'a fait à la région Auvergne-Rhône-Alpes, Valérie Pécresse l'a fait à la région Île-de-France. Et donc nous sommes convaincus que c'est en réduisant le train de vie de l'État et derrière, en redéployant sur les aspects prioritaires que sont le pouvoir d'achat, la sécurité et la justice, que derrière, nous remettrons la France dans l'ordre. Merci, très bien, parfait pour les 4 minutes. Deuxième intervenant sur ce sujet, Cédric Van Stevendel. Alors, vous allez me dire ce dont vous souhaitez parler, mais une question que j'avais envie de vous poser, comment pérenniser le modèle social français, l'adapter ou le refonder? On sait qu'il y a des sujets comme la dépendance très, très importants pour les années à venir aussi. Moi, je crois que l'enjeu qu'on a aujourd'hui, il est double. D'abord, il faut redonner un cap de la longévité et de la stabilité. Il me semble que je parle devant
des hommes et des femmes qui dirigent des entreprises et qui ont besoin de cette vision et de ce temps long. Et je n'ai pas forcément tout à fait l'âge d'avoir connu cela, mais j'en viens parfois à regretter la planification et le plan. Voilà, pour savoir à peu près où on va, quelles sont les grandes orientations de ce pays, notamment en matière industrielle. Et donc le premier élément, c'est qu'il faut redonner ce cap. Ce cap, il peut très bien se baser sur deux choses assez simples. D'abord, un grand plan de réindustrialisation de la France, avec comme moteur finalement à la fois la transition écologique et énergétique, mais surtout des aspirations pour un futur qui soit désirable. C'est absolument pas ce qu'on est en train de proposer, notamment à notre jeunesse aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans les propos et dans le projet qu'Anne Hidalgo défend, la question des odyssées, moi en tout cas c'est une sémantique qui me parle bien. Et je crois que c'est une sémantique qui peut parler à des femmes et à des hommes qui s'engagent dans leurs entreprises. Ces 4 odyssées, elles sont autour de la transition énergétique, elles sont autour des mobilités, elles sont autour du numérique, elles sont autour de la santé. En disant la France a besoin, que ce soit sur des questions de diminuer sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur, et on voit comment c'est important aujourd'hui, mais surtout dans sa capacité à retrouver des forces de développement, de recherche et d'innovation, elle a besoin d'aller dans cette direction-là. Ça ne pourra pas se faire sans le retour d'un... Alors ça va vous surprendre dans la bouche d'un socialiste, mais de la valeur travail. Et je crois que c'est aussi un élément qui surprend aujourd'hui dans les propos d'Anne Hidalgo. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? On dit aujourd'hui qu'on a besoin de redonner de la valeur au travail, mais on dit aussi qu'on a besoin de redonner du pouvoir d'achat. Et qu'on l'a vu sur tous les métiers dont on dit qu'on en a eu besoin pendant la crise, mais qu'on ne paye pas et que du coup on n'arrive pas à recruter aujourd'hui, que ce soit les éducateurs de jeunes enfants dans les crèches, que ce soit les gens qui s'occupent de ramasser les ordures ménagères, tous les postes de première ligne dont on s'est tous rendu compte que finalement on était bien embêtés quand ils n'étaient pas capables de faire le boulot ou qu'ils étaient empêchés par des questions sanitaires, et ben, remettre de la valeur au travail, c'est aussi les accompagner avec des augmentations salariales. Et c'est pour ça qu'Anne Hidalgo propose plus 15% sur le SMIC. Ça, c'est un premier élément, à la fois réindustrialisation et la valeur travail. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans un moment où, on l'a évoqué les uns ou les autres, sur la question de l'engagement démocratique. On a un vrai désengagement citoyen aujourd'hui. Les gens ne nous suivent plus. Nous, les femmes et les hommes politiques, ne nous croient plus. Pensent qu'à chaque fois, on vient vendre notre salade. Je peux encore le dire un tout petit peu, ça fait à peine 2 ans que je suis élu. Après, je ne pourrais plus le dire et je devrais assumer mes responsabilités. Mais on a un vrai souci là-dessus. Et pour avoir de l'engagement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer un cadre qui sécurise les gens, qui leur permette de se projeter. Et Anne Hidalgo, quand elle parle de nouvelle sécurité sociale, ce ne sont pas des mots qui sont neutres. Ça fait penser au Conseil national de la résistance. Ça fait penser à la capacité de la France à se lever à un moment et à proposer une nouvelle manière de vivre ensemble et de se confronter ensemble à un certain nombre de difficultés. Cette nouvelle sécurité sociale, elle passe sur la question des retraites, bien entendu, et Anne Hidalgo les pose à 62 ans parce qu'il faut aussi donner des perspectives aux gens en regard de l'engagement qu'ils auront au travail. Ça passe par les questions de la santé. On a vu dans quel finalement gouffre nous avait engagé une vision budgétaire de la santé en France. Ça passe par la question du logement, et c'est pour ça que Anne Hidalgo propose un bouclier logement. Personne ne dépense plus de 30% de ses ressources. Ce n'est pas juste pour être dans des logiques, parce qu'on va nous dire c'est des logiques d'assistanat, etc. Mais ce n'est pas du tout ça. Ce pouvoir d'achat que les gens n'ont pas, il ne le passe pas dans vos entreprises, il ne le passe pas dans les produits que vous créez pour améliorer la vie quotidienne des gens. Et puis ça passe aussi dans les questions d'éducation, avec notamment la lutte contre finalement une segmentation de la population en fonction de l'école où tu vas, je te dirai ton avenir, avec une forme de déterminisme absolument inadmissible dans un pays aussi moderne que le nôtre. Voilà. Un cap, rassurer les gens pour leur permettre de s'engager autour de notre vision. Merci Cédric Vancy-Vandel. Anaïs Belwassa, que faire en matière de pouvoir d'achat avec la reprise de l'inflation notamment ? Alors nous déjà pour commencer, c'est qu'on a un programme qui a été chiffré la semaine dernière. On prévoit 250 milliards, je vais y arriver, 250 milliards d'investissements. Ce qui permettra de relancer la consommation populaire. Et c'est bien ça la clé du problème, c'est la consommation populaire. Comment on peut prétendre pouvoir consommer lorsqu'on a 9 millions de pauvres dans notre pays, quand on a 10 millions de personnes qui vont à l'aide alimentaire ? Dans un pays qu'on dit développé comme le nôtre, c'est quelque chose de pas possible et de pas entendable. Donc, la consommation populaire, elle permet de remettre du pouvoir d'achat. Et comment on met du pouvoir d'achat ? Grâce à l'augmentation du SMIC à 1 400 € net,
premièrement. C'est le blocage des prix. Certains me diront, oui, c'est une mesure un peu gauchiste, mais c'est quelque chose qui est prévu dans le Code de commerce. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a fait pour les masques et le gel pendant la crise de la Covid. On est aussi pour mettre en place la garantie d'autonomie. La garantie d'autonomie, elle permet à tout le monde de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Et on sait par ailleurs que c'est les personnes qui sont les plus précaires, les classes moyennes, qui consomment le plus. Quand on consomme, ça permet de remplir le carnet de commandes. Et messieurs, mesdames, c'est bien vous qui êtes les premiers bénéficiaires de ce carnet de commandes, puisque ça permet de relancer aussi les entreprises. Nous, on n'est pas contre les entreprises. C'est les TPE et les PME qui payent le plus d'impôts, qui payent plus que les gros groupes qui font par ailleurs de l'évasion fiscale, ce qui coûte à chaque contribuable français 1 600 € net par an. Et donc, pour revenir sur la hausse du pouvoir d'achat, il y a aussi quelque chose qui tient à cœur à la France insoumise, c'est le plafonnement des frais bancaires. En réalité, ça coûte à chaque personne qui est dans la précarité, tous les ans, plus de 1 000 €. Pendant ce même temps, ces banques, elles font d'énormes bénéfices, plus de 10 milliards € par an. Donc, de l'argent, il y en a. Et en réalité, ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Nous, en mesure de réforme fiscale, on est pour arrêter les 5 tranches d'imposition. Parce que les effets de palier, en fait, ça crée, quand vous gagnez un tout petit peu plus, et ben, du coup, vous êtes un peu moins, ça vous met dans la difficulté. Donc, quand on met 14 tranches d'imposition, ça permet un impôt qui est plus progressif. Et donc, nous, sur l'impôt par ailleurs, c'est en dessous de 4 000 € net, vous payerez moins par personne. Donc, si ça veut dire que vous avez un foyer à 2 personnes qui gagnent 4 000 €, eh ben, ça veut dire que vous payerez moins d'impôts. Sur les retraites, vous en avez parlé. Nous, on est pour la retraite à 60 ans, 40 ans d'annuité. Et vous allez me dire comment on finance ça. Tout simplement, premièrement, par l'égalité salariale. Parce que ce sont les femmes qui ont les plus petites retraites, par ailleurs, parce qu'elles ont des ruptures de carrière, parce qu'elles font d'autres choses, et parce que les hommes, de manière générale, sont plus payés. Et aussi parce que le chômage des seniors, ça coûte 1,5 milliard d'euros. Quand Mme Hidalgo ou d'autres veulent mettre la retraite à 62 ans, je vous rappelle que 25% des 5% les plus pauvres sont déjà morts à 62 ans. Non, c'est pas faux, monsieur. Je vous invite à lire les chiffres. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai usé tout mon temps de parole, mais en tout cas, c'est rebooster la consommation populaire qui remplit le carnet de commandes. Et notre budget, nous, c'est 250 milliards d'euros. Et à la fin, c'est un budget excédentaire de 17 milliards d'euros. Merci Anaïs Bellouassa donc pour Jean-Luc Mélenchon. Benjamin Badouard pour Yannick Jadot. Vos propositions en matière économique et sociale. Alors effectivement, c'est une question assez large, donc je recentrerai un peu sur quelques éléments. Aujourd'hui, simplement pour faire le constat, on est d'accord que la crise, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, elle touche vraiment tout le monde, que ce soit les particuliers, les collectivités, les entreprises. Les entreprises, que ce soit d'EDF, les grands fleurons français, ou les PME locales, tout le monde est touché par ces entreprises. Une petite anecdote personnelle, mais on doit faire la réfection du toit de ma copropriété et on nous a demandé il n'y a pas longtemps de rajouter quelques milliers d'euros parce qu'en fait, l'entreprise n'arrive plus à suivre à cause du prix des matières premières qui augmentent, etc. Donc là, on est vraiment tous touchés par cela. Et cela montre en fait qu'on n'est pas prêt. Ça fait des années qu'on n'est pas prêt. On n'a pas su anticiper ces différentes crises, ces chocs. Et pourtant, il y avait des alertes. C'est notamment les écologistes. Ça fait des décennies et des décennies que l'on alerte sur ces problèmes climatiques, sur les problèmes de santé environnementale qui débouchent ensuite sur des pandémies telles le Covid. Donc on n'était pas prêt. Aujourd'hui, maintenant, il faut réparer ça. Il faut anticiper l'avenir, et notamment, je pense, avec les entreprises. Je crois que les entreprises, depuis très longtemps, de plus en plus, en tout cas, ont compris la nécessité d'anticiper sur ces problèmes, sur ces questions écologiques. Et donc, l'État doit accompagner, les collectivités doivent accompagner. Et que ces entreprises, vous le savez très bien, elles sont de plus en plus innovantes, notamment sur la question écologique. J'ai accompagné la semaine dernière la délégation des entreprises du Sénat qui a visité quelques entreprises dans le Rhône. Ces entreprises, elles sont prêtes. On a beaucoup parlé d'écologie, de transition écologique. On a visité LM Eco Production qui fait du reconditionnement à Rieux. Ils ont quadruplé leur chiffre d'affaires en quelques années. Ça fonctionne très très bien. Par contre, ils ne sont pas aidés par l'État actuellement, qui a voté une loi avec la redevance copie privée qui va à contresens complètement
de l'économie circulaire, de l'écologie. Donc ça a été voté par le gouvernement actuel et par le Sénat de droite. Donc ça, on ne peut pas aller là-dessus. On a visité aussi l'entreprise Terre en Vie, qui fait du traitement de terres polluées. Donc vraiment, les entreprises sont prêtes et il faut les accompagner. Il y a une nécessité aussi, c'est d'accentuer la formation. Aujourd'hui, on a des gros problèmes. Tout à l'heure, Cédric en parlait. On n'arrive pas, nous, dans les villes, dans la métropole de Lyon, à recruter des personnes parce que certains métiers sont dévalorisés et aussi parce qu'on est en manque de formation. Donc, il faut vraiment appuyer là-dessus, et notamment pour les entreprises, l'économie de demain, l'économie écologique, énergétique et l'innovation en général. Enfin, une des grosses nécessités aujourd'hui, et nous, c'est ce qu'on va faire, il y a 150 milliards d'euros qui sont donnés par l'État aux entreprises, où l'État aide les entreprises. On veut petit à petit passer ces aides, réorienter ces aides avec une éco-conditionnalité. Et c'est ce qu'on fait déjà petit à petit à la ville de Lyon, à la métropole, où les aides, par exemple avec le schéma de promotion des achats responsables et écologiques, on les oriente avec une éco-conditionnalité. Parce qu'on n'a plus le choix, maintenant il faut avancer là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que les entreprises sont prêtes, et simplement l'État, les institutions doivent accompagner, mais beaucoup plus fortement que ce qu'on fait aujourd'hui. Très bien, merci Benjamin Badouard. Donc pour Yannick Jadot, et en matière d'éducation nationale, on réduit les vacances de l'été? C'est la proposition du jour de Yannick Jadot? On pourra en parler tout à l'heure, mais ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, il y a aujourd'hui des problématiques en termes de chronobiologisme des élèves, de ce que les élèves... c'est une pause en fait trop longue l'été. Donc il faut penser aux élèves, penser vraiment aux besoins, et peut-être, c'est un débat qu'il faut avoir, réduire ses vacances, c'est un débat à avoir. Très bien, merci beaucoup Benjamin Badouard. Thomas Rudigoz pour Emmanuel Macron. Donc c'est tout chaud, vous venez d'avoir les éléments cet après-midi. Alors oui, j'ai écouté... Sur la politique économique et sociale des 5 ans qui viennent. Comme vous, Jean-Pierre, j'ai écouté le président de la République le candidat Macron, sur les ondes. Donc je découvre en même temps, parce que je ne fais pas partie de la petite cellule d'écriture du programme. Et en plus de ça, je remplace, pas au pied levé, mais presque, puisque mon ami Luc Lafont m'a demandé de venir, mais au départ, vous deviez avoir Bruno Bonnell qui devait intervenir pour représenter donc La République En Marche. Mais Bruno Bonnell, comme vous le savez tous, je pense, a été nommé par le président de la République secrétaire général de France 2030. Alors, c'est vrai que Bruno Bonnell, c'est un grand spécialiste de ces questions. Permettez-moi d'abord de revenir sur 2 chiffres, parce que c'est important quand même d'avoir des chiffres, parce qu'autrement, tout le monde y va de ses propres analyses comme cela. Par rapport à ce que dit la représentante de la France Insoumise, je tiens quand même à préciser que les chiffres de l'INSEE disent qu'un quart des 5% des Français les plus pauvres sont déjà décédés à l'âge de 62 ans. La façon dont présente Jean-Luc Mélenchon les choses, on croit qu'un quart des Français, dans leur globalité, sont décédés à l'âge de 62 ans. Ce qui paraît dans une société et dans un pays élaboré, riche, en croissance, assez faux. Assez fort et assez étonnant. Donc voilà, c'est un quart des Français les plus pauvres, voilà, 5% des Français les plus pauvres. Non, je ne crois pas que vous ayez précisé ça comme ça. Bon, enfin, écoutez, c'est pas ce que j'ai retenu. Après, sur les polémiques sur la croissance française et sur le fait que, pareil, la croissance française n'aurait pas bénéficié à l'ensemble des Français. Là, c'est une étude de l'OFCE, alors c'est pas une étude de La République En Marche. Entre fin 2017, que chacun peut retrouver en tapant sur Internet, et fin 2021, l'économie française a créé environ 1 million d'emplois. Et les 10% de Français les plus modestes ont vu leur niveau d'emploi dopé de 4,7%. Et ces mêmes 10% des Français les plus pauvres ont vu une augmentation de leur salaire de 600 € par an. Par an. Voilà, je précise bien les choses, c'est 600 € par an. C'est vrai que ça fait 50 € par mois. Ce n'est pas des sommes astronomiques, mais c'est quand même une croissance. Moi, je crois que le président de la République, pendant tout son mandat, il a cherché véritablement à renforcer la croissance pour justement créer le plein emploi. Alors on n'est pas arrivé au niveau du plein emploi, c'est l'objectif qu'on se fixe pour cette 2e mandature, si les Français lui font confiance, mais on n'a pas de toute façon de bénéfice social, de bénéfice d'emploi si on n'a pas des entreprises, et ce n'est pas à vous que je vais le dire, qui fonctionnent, qui créent de la croissance, qui créent de la richesse. C'est absolument indispensable. Si on a pu faire tout ce qu'on a fait en matière d'aide sociale pendant la crise du Covid, c'est bien parce que notre pays avait une capacité d'investissement, une certaine richesse. Et on le voit par rapport à tous ceux qui pourraient dire que le président de la République est un affreux ultralibéral et qui ne se soucie pas des gens les plus démunis. Je crois que ce qui a pu être fait en France pendant la crise du Covid, aucun autre pays au monde quasiment n'a pu le faire.
C'est vraiment de l'État-providence comme on le souhaiterait, comme d'ailleurs je pense que les personnes autour de la table qui viennent plutôt de l'aile gauche de la vie politique française le souhaiteraient. Et d'ailleurs beaucoup d'élus de gauche, quand je parle avec eux, reconnaissent qu'il y a eu un effort particulier. Ce qui a permis d'ailleurs aux entreprises et aux salariés de pouvoir maintenir une capacité d'emploi, et ce qui a permis derrière à la machine économique de se relancer très vite. Sur les propositions que vient de faire Emmanuel Macron, je pense qu'on s'inscrit toujours dans cette logique de soutenir l'économie pour ensuite justement avoir du plein emploi ou tendre au plein emploi et permettre justement à tout un chacun, à nos concitoyens, d'avoir une progression dans leur niveau de vie, dans leur capacité à avoir une progression sociale, à voir leurs enfants progresser. Dans ces mesures, pour ceux qui en ont déjà bénéficié, on va continuer la baisse des charges pour les entreprises. Ça, c'est une volonté du président de la République. Dans les économies en matière d'impôts qu'a annoncé le président de la République, il y aura 15 milliards d'économies en matière d'impôts. C'est 50-50 pour les ménages et pour les entreprises. C'est-à-dire qu'il y aura à peu près 7 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les entreprises. On continuera à attendre, vous savez, à l'impôt sur les sociétés où la France était tellement en retard par rapport aux autres pays européens. Nous étions à plus de 33% au début du mandat de l'impôt sur les sociétés. Nous arriverons à la fin 2022 à 25%. Et pour les ménages également, les économies qui seront faites sur un certain nombre de dispositifs permettront aux ménages également, tout comme ils ont connu la baisse de la taxe d'habitation, ils connaîtront également une baisse globale de 7 milliards d'euros. Merci Thomas Rudigoz. On va passer à Éric Pellet pour Éric Zemmour. Vos priorités en matière économique et sociale pour le prochain quinquennat. Alors, je partage avec l'analyse de la représentante de LFI sur le fait qu'un grand nombre de nos compatriotes se sont appauvris ces 5 dernières années. Après, nous divergeons sur les causes et sur les méthodes. Nous, en particulier Éric Zemmour, naturellement, souhaite des mesures rapides, concrètes, immédiates pour restaurer le pouvoir d'achat. Dans tous les domaines. Domaine de l'emploi, il l'a dit à nombreuses reprises, par exemple pour les gens qui auraient des revenus inférieurs à 2 000 €, une baisse de la CSG qui leur permettrait d'obtenir un 13e mois progressivement en fin d'année. Les petits patrons également pourraient embaucher 2 personnes en CDI avec une exonération totale de charges pendant 2 ans sur les premières embauches pour créer de l'emploi et de la croissance. Pour les citoyens qui souhaiteraient devenir primo-accédants au logement, exonération des droits de mutation, dit frais de notaire, pour tous les biens inférieurs à 250 000 €, ce qui pourrait concerner une grande partie des jeunes souhaitant effectivement quitter le statut de locataire et devenir propriétaire. Prime au mérite égale à 3 mois de salaire sans aucune taxe, ni pour l'employeur, ni pour le salarié, pour effectivement également favoriser le pouvoir d'achat. Concernant le rapport à l'automobile, on arrête avec la persécution de l'automobiliste, persécution financière, suppression du permis à points où on vous prend un point, on vous le rend au bout de 6 mois ou 3 mois, mais au passage on prend 60, 100, 200 € d'amende. Naturellement, il y aura toujours de la répression en ce qui concerne les chauffards, mais effectivement, on met fin à ce système. On bloque les amendes sur tout le territoire national à 17 €. Et je rappelle qu'à Lyon, Colomb les avait passés à 65 €, ce qui est considérable pour des ménages modestes. Ainsi de suite, des mesures concrètes, effectivement, qui ont pour but d'avoir des effets immédiats. Et concernant l'industrie, nous allégeons de 30 milliards d'euros tout ce qui est impôt de production pour les sociétés, en supprimant différentes taxes comme la CFE et autres, et la possibilité pour les entreprises de descendre l'impôt sur les sociétés à 15% lorsque, sur un maximum de bénéfices de 250 000 €, ce qui est énorme pour toutes les petites PME et les PME de 10 à 15 personnes environ. Ainsi de suite, je pourrais décliner, j'ai une partie du programme sur les genoux, comme vous le voyez, vous pouvez le consulter sur le site de Reconquête, c'est un programme de 70 pages qui est très clair, très thématique, qui couvre l'ensemble de la vie politique et sociale française. Et voilà ce que je pouvais vous annoncer comme mesures les plus importantes, mais naturellement, il y en a dans le domaine de la santé, aussi de nos aînés, des retraités, mais on aurait pour la soirée. Merci Éric Pellet. On va passer à Andrea Cotarac, les
les priorités en matière de politique économique et sociale de Marine Le Pen. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé tout à l'heure d'un bilan de mandat? Parce que quand on fait des propositions, il faut d'abord un diagnostic et un constat. Économique, le chiffre à retenir, c'est un bilan de la France de 600 milliards de dettes à l'issue du bilan de mandat d'Emmanuel Macron, dont seulement un quart est lié à la Covid-19. Deuxième point au niveau social, c'est que dans notre pays aujourd'hui, un Français sur 3 refuse de se soigner pour des raisons financières. Le constat social dans notre pays, c'est que 12 millions de Français n'arrivent plus à se chauffer convenablement. Et que selon les services de l'État, c'est 24 millions l'année prochaine sur une population de 65 millions. Donc on a véritablement, à l'issue de ce mandat, une France qui est en voie de tiers-mondisation et d'appauvrissement. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, est en ce moment le président de l'Union européenne. Et qu'aujourd'hui, on vit dans un monde globalisé. Aujourd'hui, on vit dans un monde avec des flux, avec des capitaux, avec une circulation de marchandises. Et que seul le continent européen aujourd'hui continue de croire que la mondialisation est heureuse. Un peu comme Jacques Attali le disait dans les années 80, qui même lui est revenu en arrière. On a des populations et des pays, les États-Unis, la Chine, la Russie, qui sont aujourd'hui clairement protectionnistes. On a des pays d'Afrique, comme le Kenya, qui sont clairement protectionnistes parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait protéger leur savoir-faire pour protéger leurs emplois locaux et pour faire en sorte que l'économie avance. On a, et moi je vous le dis, le clivage gauche-droite n'existe plus. Vous savez que j'ai été formé à gauche et qu'aujourd'hui je défends véritablement la personne qui représente le camp du peuple français. On a aujourd'hui des personnes qui sont mondialistes, mais c'est un clivage qui existe dans tous les pays, à commencer par la Grande-Bretagne, qui n'ont plus foi dans leur pays. Ils pensent que la France est trop petite et trop réduite et qu'il faut la penser uniquement sur un secteur européen, uniquement à travers des traités de libre-échange. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vais faire très vite en vous donnant 2-3 exemples parce que je n'ai que 4 minutes. Les traités de libre-échange, aujourd'hui, l'Union européenne et la France demandent par exemple à nos agriculteurs, et à juste titre, de produire avec moins de pesticides, avec moins de produits qui justement sont nocifs pour vous et moi, notamment dans les cancers, notamment dans les AVC et du reste. Le problème, c'est qu'en leur demandant ça, les agriculteurs investissent, font des efforts, se tuent à coup de crédit, et que dans le même temps, cette même Union européenne importe des produits du Chili, du Vietnam, de la Nouvelle-Zélande, qui, eux, disposent de produits chimiques qui sont interdits chez nous parfois depuis les années 80. Donc en faisant ça, on tue clairement nos agriculteurs. Tout ça pour vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut véritablement protéger notre savoir-faire. On a un Emmanuel Macron qui a bradé notre pays, qui a bradé notre industrie, qui a bradé Ariane, qui a bradé Thales, qui a bradé y compris le système social, puisqu'on peut débattre de l'âge de départ à la retraite si vous le voulez, mais ce n'est pas ça la réforme d'Emmanuel Macron. La réforme d'Emmanuel Macron, c'est de donner, par rapport à un système social de répartition entre les actifs et les retraités, de donner cette gestion à un fonds actif privé qui s'appelle BlackRock, un fonds actif américain. Est-ce qu'on veut véritablement ça? Ma réponse est non. Et troisièmement, pour donner quelques pistes de respiration, moi j'estime qu'il faut par exemple penser à la jeunesse de notre pays, créer des emplois. On va supprimer l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans qui créent une entreprise. Pour les moins de 30 ans tout court. Pourquoi est-ce que je veux dire ça? Parce que, vous l'avez vu dans la crise de la Covid, les 5 plus grandes puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies, seul un pays n'avait pas son vaccin. Les Russes avaient leur vaccin, les Chinois avaient leur vaccin, les États-Unis avec leur vaccin, les Britanniques avec leur vaccin, et pratiquement chacun d'entre eux avait un Français à la tête de leur laboratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec Emmanuel Macron, il y a une fuite de nos cerveaux, parce qu'on n'en prend pas assez soin, parce qu'il y a un pouvoir d'achat qui est moindre pour eux, et ça c'est absolument catastrophique, parce qu'ils ont été formés par nous. Et je finis juste sur un point, monsieur Vacher, c'est qu'on ne parle pas de sécurité. La sécurité a un impact total pour l'économie. Vous ne pouvez pas créer votre entreprise, vous ne pouvez pas commercer dans un secteur insécurisé. Vous avez un bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité dont 61% des Français considèrent qu'il est nul. Vous avez une justice dont 90% des Français considèrent qu'elle n'est pas assez sévère. Et ce sont des sondages qui transcendent absolument tous les partis politiques, tous les âges. Par conséquent, tout ça, on peut en parler. J'ai évidemment toutes les mesures, j'ai évidemment des chiffres, si vous le souhaitez. Par exemple, le nombre de magistrats. La France a 12 magistrats pour 100 000 habitants. La moyenne européenne, c'est 21. L'Allemagne en a 26 pour 100 000 habitants. C'est absolument catastrophique. Et ça, c'est un bilan. Donc on part d'un bilan, on part d'un constat pour faire des propositions. Merci Andrea Cotarac donc pour Marine Le Pen. On passe au deuxième thème. Quelle politique européenne et internationale pour la France?
Quelle place pour la France au sein de l'Union européenne? Et puis, bien sûr, après 3 semaines de guerre en Ukraine, et alors que, donc, je le disais tout à l'heure, près de 3 millions d'Ukrainiens ont fui les bombardements russes, la stratégie française et européenne vous semble-t-elle la plus appropriée? On va commencer avec vous, Éric Pellet, pour Éric Zemmour. Merci. Vaste sujet, douloureux en ce moment compte tenu de cette guerre épouvantable qui se situe en Europe, ce qu'on n'avait pas vu depuis la moitié du siècle dernier. Sur la place de la France en Europe, les positions d'Éric Zemmour sont très claires. Nous ne sortirons pas de la communauté européenne, nous ne quitterons pas l'euro, mais en revanche, nous pèserons de toute notre puissance de pays fondateurs de la communauté européenne et de puissance nucléaire et économique pour reprendre effectivement une voie et permettre le développement d'une Europe des nations et non pas d'une Europe technocratique comme on en a pu voir les errements ces 20 ou 30 dernières années. Il y aura des modifications. Éric Zemmour souhaiterait voter une réforme constitutionnelle où la loi nationale s'imposerait à des traités internationaux ou à des lois extra-européennes. Concernant la place de la France dans les différentes crises internationales, on peut quand même observer un recul ces 5 dernières années dû à la politique d'Emmanuel Macron et à sa personnalité. Recul en Afrique où notre zone d'influence historique s'étiole au profit des Russes. Recul au Mali alors que plusieurs dizaines de nos soldats sont morts pour combattre les djihadistes et qu'on s'est vu en quelque sorte expédié de l'autre côté des frontières du Mali par une junte militaire. Voix absente, ou du moins très faible, dans le cadre de la crise internationale autour de la carte d'Ukraine. Emmanuel Macron se prévaut d'avoir fréquemment Vladimir Poutine, au téléphone. C'est un lapsus révélateur. Mais on voit que les vraies avancées en matière diplomatique concernant cette malheureuse guerre sont dues à Israël, par exemple, ainsi qu'à d'autres pays, mais en aucun cas à celle de la France. Pourquoi? Parce que par l'erreur historique, je dirais, de Nicolas Sarkozy, nous avoir fait revenir dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, nous avons perdu notre indépendance, notre qualité de puissance nucléaire non alignée, qui certes avait des alliés, mais qui pouvait parler d'égal à égal avec une puissance comme la Russie, lorsque Emmanuel Macron est allé voir Vladimir Poutine un peu avant le déclenchement de la guerre, en face de lui, Poutine avait un représentant du commandement américain, puisque nous sommes sous commandement américain de l'OTAN. Donc Éric Zemmour l'a dit, une de ses premières mesures, c'est de quitter ce commandement unifié de l'OTAN pour reprendre cette position forte, la position que le général de Gaulle avait forgée et qui nous a permis pendant 30 ans d'avoir une politique internationale où on respectait la France, on écoutait sa voix, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. J'en termine d'ailleurs par l'exemple que vous avez tous en mémoire d'un commandement militaire américain qui nous vole un marché de 40 milliards de sous-marins que nous devions livrer à l'Australie avec le plus grand cynisme. Donc ça prouve que cette relation n'est plus celle qu'elle a pu être auparavant et qu'il faut désormais effectivement redéployer de nouvelles lignes diplomatiques et internationales. Et vous ne faites pas de mea culpa par rapport à tout ce qu'a pu dire Éric Zemmour sur Vladimir Poutine pendant des années? Je pourrais vous citer des listes d'élus français de tout parti, hein, puisque même Jean-Luc Mélenchon a eu dans le passé des propos qui pouvaient être admiratifs par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'on ne savait pas à l'époque qu'il allait envahir un pays souverain comme l'Ukraine et perpétrer avec ses troupes des massacres. C'était par rapport à sa stabilité politique, par rapport au fait qu'il avait restauré l'image de la Russie, qui, je vous rappelle, s'était complètement effondrée en 1990 avec l'URSS, par rapport au fait, effectivement, qu'il avait restauré une fierté et qu'il avait une certaine autorité. De dire ça, c'est en aucun cas, il n'a pas été le seul, hein. Il y a Marine Le Pen, il y a Jean-Luc Mélenchon, et je pourrais vous citer nombre d'intellectuels français qui l'ont fait. De dire ça, c'est en aucun cas avaliser une guerre qui n'a aucune justification, qui a des causes dans des erreurs diplomatiques, un entêtement des Américains par rapport au fait de vouloir faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, mais en aucun cas qui a la moindre justification. La guerre est une abomination. On le voit tous les jours.
à la télévision en regardant les images de ces civils qui sont massacrés. Merci. Alors on passe à Eric, à Pierre Oliver, pardon, à Pierre Oliver pour Valérie Pécresse sur voilà, quelle politique européenne et internationale pour la France. C'est bon, vous m'entendez très bien. C'était une erreur de Nicolas Sarkozy, donc de rejoindre le commandement de l'OTAN, comme dit Éric Pellet. Non, au contraire, je ne pense pas. Au contraire. Mais j'ai quand même entendu des propos à l'instant que je trouve un peu gênants, parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous avez des partis qui se revendiquent nationalistes et qui mettent en avant la France en permanence et qui, en réalité, sont totalement inféodés au régime de Moscou. Donc, à un moment donné, ces leçons, et quand j'entends qu'on ne pouvait pas savoir, la réalité, c'est que la guerre en Ukraine, elle dure depuis 2014. Depuis 2014, il y a eu l'invasion de la Crimée, il y a eu, ces mercenaires dans le Donbass. Donc moi, c'est des propos que je ne peux pas entendre. Et Éric Zemmour les tenait pas plus tard qu'il y a 6 mois ou 1 an sur la chaîne CNews. Donc là-dessus, il y a des choses à un moment donné sur lesquelles moi, je ne suis pas d'accord. Après, pour reprendre un petit peu de hauteur sur la place de la France en général dans le monde et dans l'Union européenne, on constate quoi depuis plusieurs années ? On constate en réalité qu'on a perdu beaucoup d'influence. On était globalement brouillé avec les Américains. Le président de la République n'avait pas de bonne relation avec Donald Trump. Il se fait marcher dessus par Joe Biden. Et l'affaire des sous-marins en Australie en est quand même le meilleur exemple. On perd beaucoup d'influence en Chine, alors que nous en avions. Et je pense que bon nombre de nos entreprises, notamment dans l'industrie pharmaceutique, peuvent en témoigner. On a une place relativement affaiblie au niveau de l'Union européenne, parce que nous n'avons pas de réel partenaire avec le couple comme nous avions à l'époque entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Et ça, finalement, c'est la force d'un parti structuré comme les Républicains, avec le PPE, d'avoir des alliés un petit peu aux quatre coins de l'Union européenne. La présidente du Parlement européen fait partie de notre mouvement politique, présidente de la Commission aussi. Donc là-dessus, on le voit. Et puis l'Afrique. L'Afrique, la réalité, c'est qu'on est aussi en train de perdre toute notre influence en Afrique. On vient de se faire mettre dehors du Mali en ayant derrière aussi des groupes, je dirais, pro-russes qui ont aidé la junte qui s'est installée au pouvoir. Donc finalement, tout ça, pourquoi ? Parce que la France a des difficultés économiques, on l'a évoqué tout à l'heure, et a des problèmes internes assez importants. Et je pense que l'un des enjeux majeurs, c'est évidemment la crise migratoire que nous vivons. Et donc, quand je parle de l'Europe, je pense qu'il y a plusieurs aspects essentiels à travailler sur l'Europe. Il y a un aspect économique, un aspect sur l'immigration. La première chose à faire, à mon sens, et dans le programme de Valérie Pécresse, c'est ce que nous voulons, c'est sur les questions d'immigration de renforcer Frontex. Frontex, c'est cet agent européen qui a pour mission de surveiller les frontières de l'Europe. Et nous proposons, et nous allons aller négocier avec nos partenaires européens, le recrutement de 10 000 agents supplémentaires de Frontex pour pouvoir précisément surveiller au mieux nos frontières. En parallèle, pour protéger nos entreprises, pour protéger notre marché, nous voulons mettre une véritable taxe carbone aux frontières de l'Europe. Parce que, ça a été dit tout à l'heure en partie, vous avez bon nombre d'entreprises, qu'elles soient d'Asie, qu'elles soient des États-Unis, qui ne respectent ni nos normes sociales, ni nos normes environnementales, et qui viennent directement concurrencer vos entreprises. Et c'est là où, justement, l'Union européenne doit être un marché, et ce marché, on doit le protéger. Et je crois, moi, contrairement à d'autres, que le protectionnisme, il doit se faire au niveau européen. Et nous voulons également mettre une priorité sur les marchés publics pour les entreprises françaises et européennes, comme nous avons su le faire à la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme Valérie Pécresse a su le faire aussi à la région Île-de-France. Et je pense que c'est un axe essentiel pour nos entreprises. Voilà un petit peu de manière synthétique ce que je voulais dire. Je ne sais pas si je suis aux 4 minutes. Mais... C'est bon. Merci Pierre-Oliver. On va passer à vous, Anaïs Bellawassa, pour Jean-Luc Mélenchon. Quelle politique européenne internationale pour la France pour les 5 ans qui viennent ? Alors déjà, pour commencer, je pense que c'est un sujet qui nous anime tous ici, la guerre en Ukraine. Il faut absolument régler ce conflit et la position de Jean-Luc Mélenchon, c'est le non-alignement, c'est-à-dire on ne prend pas part pour Vladimir Poutine ou pour l'OTAN ou les États-Unis, on prend part pour la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, cette guerre, elle est inacceptable. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est irrationnel, qui détient une arme nucléaire, qui est en capacité de faire beaucoup de mal, y compris à nos propres concitoyens. Et donc, il faut aussi savoir mesurer les discussions. Nous, notre position de non-alignement, elle est notamment partagée par Dominique de Villepin, elle est partagée par Hubert Védrine, donc elle ne sort pas de nulle part, quoi.
Alors nous, dans un premier temps, c'est un cessez-le-feu immédiat, premièrement. Deuxièmement, on demande le déploiement des casques bleus autour des réacteurs nucléaires ukrainiens, parce qu'on n'est pas passé à côté de la catastrophe il y a quelques semaines. On isole Poutine de la scène internationale politiquement et géopolitiquement. Politiquement via l'ONU, géopolitiquement notamment via les oligarques russes qui viennent notamment acheter des appartements au ski là, en Auvergne-Rhône-Alpes pour investir dans des banques avec des milliards d'euros. Et surtout, on convoque, et ça on ne l'a pas encore fait, ça avait été fait en 2015 avec les accords de Minsk, on convoque une conférence extraordinaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Donc il y a plusieurs étapes à respecter pour arrêter ce conflit. Voilà. Ensuite, en termes d'Europe, nous, enfin, j'entends déjà les choses, on veut sortir de l'Europe, on est eurosceptique. Nous, on veut juste une autre Europe. C'est-à-dire que nous, l'avenir en commun, le programme politique qu'on porte, il n'est pas applicable aujourd'hui aux traités qui sont mis en place dans l'Union européenne. Nous, premièrement, on est pour la souveraineté des peuples, premièrement. Donc le traité de Lisbonne, qui a été massivement réfuté par nos concitoyens, eh ben, on éradie ce traité et les traités de manière générale. Aujourd'hui, les entreprises, elles souffrent. Elles souffrent du travail détaché. Ça, c'est fin du travail détaché. Elles souffrent aussi de l'harmonisation fiscale qui n'est pas faite. Quand on a des produits moins chers en Europe, et y compris la libre circulation des travailleurs et des capitaux, et ben forcément, on va chercher au moins cher. Et donc, on a plein d'entreprises qui délocalisent, y compris pour avoir la main-d'œuvre moins chère, les matières premières, y compris aussi. Donc, nous, on est dans un état d'esprit de souveraineté pour les entreprises, pour le peuple et en matière d'économie. Et je rajoute juste une chose. On veut une Europe qui coopère. Bah, moi, je suis réjouie le fait de coopérer. Mais je pense que, premièrement, vous avez parlé des sous-marins, mais moi, je vais parler des Rafales, parce que l'Allemagne, elle est partie acheter 35 Rafales aux États-Unis plutôt que de les acheter à des Rafales français. Donc, nous, on est pour éminemment la coopération, sortir de l'OTAN aussi, parce qu'en fait, nos intérêts, c'est l'intérêt de la France. C'est la 5e puissance militaire. Il faut qu'on soit au devant de la scène et qu'on ne soit pas soumis à des intérêts, notamment des États-Unis. Merci Anaïs. Ça, Thomas Rudigoz pour Emmanuel Macron. Quelle politique européenne et internationale pour la France? Oui, permettez-moi déjà de réagir quand j'entends certains propos par rapport à des gens qui opposent, qui mettent sur le même niveau Vladimir Poutine et l'OTAN et les Américains. Que ce soit Éric Zemmour, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou que ce soit Marine Le Pen, chacun qui nous font des leçons perpétuelles sur le nationalisme, sur le patriotisme. Enfin, c'est quand même aberrant qu'on en arrive actuellement dans un débat politique à pouvoir dire qu'on mette au même niveau les Américains, l'OTAN, qui ont pendant des années permis à notre pays d'être libre. Enfin, il ne faut pas oublier quand même l'histoire des Américains qui ont aidé à chasser les nazis, à permettre à l'Europe de rester une démocratie et éviter que le communisme, stalinisme arrive jusqu'en France. Enfin, c'est quand même ça l'histoire de notre pays. Et là, des représentants qui briguent la fonction suprême nous disent on met au même niveau Vladimir Poutine et l'OTAN. Mais enfin, c'est complètement aberrant. Et je pense d'ailleurs que c'est bien pour ça qu'on voit le décrochage d'Éric Zemmour tout particulièrement dans les sondages. Un peu moins le cas, peut-être que ça viendra de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que beaucoup de Français se sont rendus compte de l'aberration de tels propos. Sur la présidence française de l'Union européenne, heureusement que ça soit Emmanuel Macron, le président de l'Union européenne actuellement. Et d'ailleurs, la plupart des observateurs européens, ou voire internationaux, le disent, le reconnaissent. Il suffit de lire les grands quotidiens ou les grands magazines américains ou internationaux, allemands, espagnols, des fois, il vaut mieux lire la presse étrangère pour mieux voir ce qui se passe dans notre pays et comment les gens ressentent finalement notre fonctionnement politique que la presse française. Ces analystes reconnaissent que si on a pu permettre à l'Europe d'être à la hauteur de ce conflit majeur qui nous ramène à une période qu'on pensait passée, c'est bien parce qu'on a quelqu'un comme Emmanuel Macron à la tête de... Vous imaginez, tout à l'heure, M. Cottarec nous parlait, voulait vraiment tout de suite rentrer dans le deuxième tour. Il a déjà envie d'être dans le deuxième tour. Un deuxième tour, Macron, Le Pen, je ne sais pas ce qui sera le deuxième tour, mais
Moi, ce qui est sûr, c'est que heureusement que ce n'est pas Marine Le Pen qui est à la tête de l'Union européenne actuellement. Elle serait complètement discréditée vis-à-vis des autres partenaires européens. Elle ne serait pas en capacité de fédérer nos partenaires européens, les chefs de gouvernement et chefs d'État européens, pour être en capacité de mettre une pression comme on n'a jamais fait à Vladimir Poutine. Ce que nous sommes en train de faire dans cette lutte, qui n'est pas une guerre, bien entendu, nous ne pouvons pas aller jusqu'à la guerre, mais dans cette lutte économique et financière, c'est bien parce que Emmanuel Macron a pris le taureau par les cornes, a su fédérer avec d'autres partenaires, avec la présidente de la Commission européenne, qui était absolument extraordinaire aussi. Et nous sommes en capacité actuellement, plus le peuple ukrainien, qui est surtout à saluer. Je pense qu'aujourd'hui, ce soir, nous avons tous une pensée pour leur président Zelensky et pour ce peuple d'un courage incroyable. D'ailleurs, nous sommes tous renvoyés nous-mêmes des fois à nos propres réalités. Comment réagirions-nous face à cela? Ce peuple fait preuve d'un courage incroyable. C'est eux d'abord qui permettent à Vladimir Poutine, pour l'instant, d'être dans une situation d'échec, malgré les bombardements et malgré les centaines de morts chaque jour. Mais aussi, c'est grâce à l'Union européenne qui, enfin, depuis tant d'années, n'avait pas été à la hauteur. Et on pourrait parler, excusez-moi, je vais être trop long, mais on pourrait parler aussi de la réaction de l'Union européenne face au Covid, les moyens que nous avons mis pour justement créer un plan de relance économique de 750 milliards d'euros. Et là encore, excusez-moi du peu, mais celui qui a été, pas le seul, mais qui a été tout du moins fer de lance pour qu'on nous arrivions avec Angela Merkel à l'époque à ce plan de 750 milliards d'euros, c'est Emmanuel Macron. Merci Thomas Rudigoz. Cédric Vinci-Vandel pour Anne Hidalgo. Quelle politique européenne et internationale pour la France pour les 5 ans qui viennent? Je m'applique sur ce sujet la même règle que je me suis appliquée pendant toute la gestion de la crise sanitaire en tant qu'élu local. Je crois qu'il y a certains objets sur lesquels on ne peut pas avoir de polémique politicienne, même s'il y a des propos qui m'ont profondément choqué de part et d'autre de l'échiquier politique ce soir. Je crois qu'on a besoin d'abord d'union nationale, on a besoin d'obtenir le plus rapidement possible un cessez-le-feu et de mettre des mots sur ce qui se passe. Ce n'est pas un conflit armé, c'est une guerre, et ce qui est produit aujourd'hui par l'un de ces responsables de guerre, il ne m'appartient pas de le juger, mais ce sont des crimes de guerre. En tout cas, ce sera de cela dont certains seront redevables à un moment. Et donc, cette situation, elle est trop grave en pleine campagne présidentielle pour qu'on l'instrumentalise à des fins politiciennes. Et c'est la ligne que tiendra également Anne Hidalgo pendant cette campagne, même si elle rappelle de temps en temps à certains des évolutions de position. Notre ligne aujourd'hui, c'est de dire que le seul chemin qu'on a, en fait, c'est une Europe de la paix et de la défense. Et que cette Europe de la paix, elle a été souhaitée par les pères fondateurs. L'Europe de la défense, elle est un peu plus compliquée à élaborer avec un certain nombre de vigilances que nous avons eues à escient au regard de l'histoire que nous avons vécue, mais le temps est venu d'une Europe de la défense. Cette Europe de la paix et de la défense, elle passe aussi, bien entendu, par une indépendance énergétique sur laquelle on doit trouver un chemin à très moyen terme, puisqu'on le voit que cette sensibilité nous met dans une difficulté extrêmement dure, finalement. On paye cette guerre aujourd'hui par le prix de l'énergie que nous payons chaque jour. Et c'est difficile de se dire il faut absolument un cessez-le-feu, mais continuer à acheter de l'énergie qui finance les bombes qui tombent sur les Ukrainiens. Donc cette indépendance énergétique, elle est clé. Cette Europe, du coup, qui pour nous est aujourd'hui dans la politique internationale d'Anne Hidalgo un vrai chemin. Et Thomas Rudigoz le disait, pas Thomas Macron, pas encore. Emmanuel Macron aujourd'hui joue sur cette crédibilité. Mais je peux vous assurer que si Anne Hidalgo arrive au pouvoir avec l'ensemble des sociodémocrates qui ont pris le pouvoir dans les grands pays européens aujourd'hui, dont l'Allemagne, dont le Portugal, dont l'Espagne, il y aura un chemin pour construire cette Europe. Et cette Europe qu'on veut, c'est une Europe simplement désirable, qui ne soit pas simplement une Europe libérale, une Europe des marchés. Bien sûr, c'est notre histoire. Bien sûr, l'histoire de l'Europe, c'était d'abord un marché commun, mais aujourd'hui, ce n'est plus cela. Si on veut que les gens adhèrent à l'Europe, il faut que l'Europe, elle se dote d'un agenda social. Il faut qu'on sorte des critères de Maastricht. Jusqu'à présent, c'était impossible. Il se trouve que la crise nous a donné à voir qu'en fait, on pouvait avoir le droit et que les 3%, ce n'était pas si intangible que ça. Et bien, saisissons-nous par rapport aux grandes odyssées industrielles qu'on a à conduire. Et puis, il faut aussi que l'Europe se dote d'un agenda fiscal et social. Ce n'est pas possible qu'on ait à la fois un dumping fiscal et un dumping social qui nuit à la concurrence et fragilise un certain nombre d'entreprises aujourd'hui. Et puis enfin, une politique européenne hospitalière. Moi, la question de Frontex, la question des frontières, etc., je n'y crois pas. Dresser des murs face aux crises climatiques,
et aux guerres qui vont continuer, hélas, je n'y crois pas un instant, et qu'on ne soit pas capable de trouver ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, cet élan de solidarité pour nos frères et sœurs ukrainiens, de répartir par un certain nombre de politiques migratoires ces capacités d'accueil en Europe, c'est inadmissible pour un continent comme le nôtre. Voilà l'Europe que nous souhaitons, et voilà cette politique internationale basée sur une Europe puissante et humaine. Et merci Cédric Vancy-Vandel. Benjamin Badouard pour Yannick Jadot. Oui, tout à fait. Déjà, pour commencer, je voudrais dire la solidarité avec le peuple ukrainien qui vit des heures très très sombres aujourd'hui, aussi avec les Russes qui se rendent compte de l'énormité de ce que nous fait Vladimir Poutine. Donc c'est très très dur pour eux aujourd'hui, il faut aussi les soutenir. D'ailleurs, je vous encourage à venir tous les dimanches à 15h, il y a des associations ukrainiennes qui organisent des rassemblements, il y a des milliers de personnes à chaque fois, c'est aussi une façon de montrer notre soutien, je vous invite vraiment toutes et tous à venir. Aujourd'hui, on est tous unis, je crois, dans la condamnation pour ce qui se passe en Ukraine, on est tous unis pour vouloir aider les Ukrainiens, on est tous unis aussi dans la certaine peur d'un conflit qui se rapproche. Donc là, ensemble, on est tous unis, l'Europe, voire le monde, sur ces aspects-là. Il faut qu'on soit aussi unis dans la résolution des problèmes. Et selon nous, cette résolution des problèmes, elle passe par une Europe forte. Une Europe, on a dit, de la paix, de la démocratie, une Europe aussi, petit à petit, qui doit peut-être aller vers une Europe de la défense. Et en fait, cette crise, elle permet aussi de révéler peut-être des solutions. On esquisse des solutions, et comme je l'ai dit, ça passe par une Europe plus forte pour aller vers plus de démocratie. Aujourd'hui, l'Europe, elle est attaquée, clairement, par Vladimir Poutine, et aussi c'est le moment où l'Europe est la plus forte. Aujourd'hui, on est de plus en plus soudés. Donc, c'est à voir, et il faut se servir de ça pour le futur. Plus globalement, on est entré depuis quelques années, depuis quelques décennies, dans un monde très globalisé, et le monde se rétrécit en fait petit à petit. Que ce soit sur les problématiques climatiques, de santé environnementale, les problématiques économiques, tout est globalisé et tout se rétrécit. Et le monde, en fait, il est vraiment petit. Il y a un phénomène physique qu'on a tous remarqué ces derniers jours sur les voitures ou moi sur mon vélo. Il y a le sable du Sahara qui est arrivé. Il y en a de partout. Maintenant, toute la ville, toute la métropole est un peu jaunie. En fait, tout est proche. Ce monde, il est vraiment petit. Il faut vraiment prendre ça en compte. Et le seul moyen de lutter pour nous, c'est vraiment que l'Europe soit forte et qu'elle soit plus fédérale, plus solidaire. Et donc, dans Europe Écologie Les Verts, évidemment, il y a l'Europe, parce que c'est que comme ça qu'on peut y arriver. Je crois qu'il faut mettre aussi en avant dans cette crise la solidarité et ne pas oublier l'accueil. Et on peut se réjouir aujourd'hui vraiment d'un sursaut de solidarité au niveau européen, au niveau français. J'ai même été surpris, tout le monde a été surpris aussi par même l'extrême droite, Robert Ménard, qui en est allé à vouloir accueillir et même s'excuser sur les propos qu'il a pu tenir sur les Syriens il y a quelques temps. Donc voilà, ça va aussi dans le bon sens sur cette solidarité. Les villes font beaucoup, les villes écologistes, les villes même, toutes les villes de droite, etc., font beaucoup sur la solidarité. Donc je vous encourage aussi à participer à ce niveau-là. Et voilà, sur Lyon, il y a une tradition humaniste, il y a une tradition écologiste aussi humaniste. Et il faut continuer à aller sur ce sens-là. Donc en fait, sur le sujet de l'international, là aussi, on l'a vu, on n'est pas préparé au choc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc pour répondre au choc, localement, au niveau de l'Europe, au niveau international, il faut être solidaire. Et que ce soit sur l'énergie, aujourd'hui, il faut être solidaire avec l'Allemagne, avec l'Italie. Il faut être solidaire sur l'économie, il faut être solidaire sur la prise en charge des réfugiés, sur l'innovation. Et c'est vraiment au niveau européen qu'on va arriver à résoudre ces crises. Merci Benjamin Badouard. On finit avec vous, Andrea Cotarac. Quelle politique européenne et internationale pour la France pour les 5 ans qui viennent? Marine Le Pen. Eh bien, écoutez, vous avez donné l'exemple de l'Ukraine. Bien évidemment que nous, on a condamné l'attaque de la Russie sur l'Ukraine parce qu'on défend les frontières. Je suis assez étonné aujourd'hui de voir que tous les partis, y compris Europe Écologie Les Verts, défendent les frontières, défendent les souverainetés. Mon collègue d'Europe Écologie Les Verts explique qu'on a peur parce que Poutine avance. Mais c'est Europe Écologie Les Verts qui voulait supprimer la dissuasion nucléaire. Ce sont des ministres écologistes de François Hollande qui refusaient d'aller au défilé du 14 juillet par antimilitaristes. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un retour au fait que ce monde est insécurisé. Sur l'Ukraine, effectivement, vous mettiez dans vos fiches qu'il y avait 2 millions de réfugiés. Il y avait 2 millions de réfugiés dès 2014. Cette guerre, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Dès 2014. Moi, j'y étais 4 fois. Il y avait des bombardements qui n'étaient pas forcément d'ailleurs que russes. 14 000 morts. Ce ne sont pas les chiffres de Vladimir Poutine ou de Zemmour ou de Marine Le Pen. Ce sont les chiffres du secrétariat d'État américain qui donnent ces chiffres-là. Donc ça existait avant. Je suis étonné qu'on se réveille aujourd'hui. Mais on se réveille tous
de manière unie, puisque même le maire de Perpignan a accueilli des réfugiés ukrainiens. C'est même rendu à la frontière polonaise pour les accueillir, parce que c'est ça, la France, c'est le droit d'asile. Pour les personnes qui fuient la guerre, on voit que les 3/4 des personnes qui viennent dans notre pays ne fuient pas la guerre, ne sont pas éligibles aux critères du droit d'asile. Pour le reste, on veut faire des sanctions. Vous avez vu la dernière fois qu'on a fait des sanctions contre la Russie, les premières victimes, c'était l'Union européenne et c'était la France, notamment en matière d'agriculture. Vous avez vu aujourd'hui, et c'est France 24 qui est le titre, c'est-à-dire un média financé par le gouvernement français, nous explique que sur le gaz, les premiers vainqueurs, ce sont les Russes, parce que les prix ont tellement explosé qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins, qu'ils peuvent créer des liens avec la Chine, qui n'a pas sanctionné la Russie. Je suis d'ailleurs étonné que vous parliez tout à l'heure de la Chine, puisque le plus grand spécialiste de cette grande démocratie, c'est Jean-Pierre Raffarin. L'Inde, 1,5 milliard d'habitants, n'a pas sanctionné la Russie. Vous cumulez Inde, Chine, c'est déjà 2 terriens sur 5 qui n'ont pas sanctionné la Russie. Vous avez des pays francophones comme le Sénégal qui n'ont pas sanctionné la Russie. Tout ça pour vous dire que je crois que la première victime de ce qui est en train de se passer, c'est l'Union européenne. Les États-Unis, si vous regardez bien les sanctions qu'ils ont octroyées aux Russes, c'est sur tous les produits qu'ils n'importent pas de la Russie. Or, nous, on veut leur faire des sanctions sur le gaz, qu'on importe, on veut leur faire des sanctions sur les produits de luxe, qu'on importe, on veut leur faire des sanctions sur nos exportations agricoles, qu'on exporte. Par conséquent, je crois que véritablement, ce seront nous les victimes. Je finis sur 2 points. On me dit que Marine Le Pen est un féodé dictateur, etc. Pardon, mais je crois que le dernier président qui a accueilli un dictateur dans une tente dans l'Élysée, c'est M. Kadhafi par Nicolas Sarkozy. Le premier président qui a offert la Légion d'honneur au dictateur théocratique d'Arabie Saoudite, c'est-à-dire un régime à l'opposé d'une république laïque, c'est François Hollande. Le premier qui a fait un selfie avec le prince d'Arabie Saoudite, son fils, qui est le Dexter du Moyen-Orient, vous savez, qui découpe ses opposants dans des ambassades, c'est Emmanuel Macron. Par conséquent, les donneurs de leçons, ça va bien une seconde. Moi, je suis pour une France à équidistance de la Russie, à équidistance des États-Unis, et l'Europe de la défense, c'est une vieille chimère. Mais comment on peut encore croire à ça? Vous avez les Polonais qui ont acheté du Boeing plutôt que l'Airbus, vous avez l'Allemagne, ça a été dit par ma collègue de la France Insoumise, qui a acheté des F-35 plutôt que le Rafale, en nous demandant et en faisant une pression folle sur Dassault pour prendre justement les secrets industriels de Dassault, on a là véritablement, enfin ceux qui pensent encore à l'Europe de la défense, vous vous trompez, mais totalement. Et je finis sur un point sur l'humanisme, si vous le permettez. Ceux qui ont fait la guerre, et c'est pour ça que je vous demande de ne pas avoir 2 poids 2 mesures. Moi, je défends les frontières, je veux une France qui défende le droit international et les souverainetés. Je condamne totalement ce qu'a fait Vladimir Poutine. Mais j'ai condamné de la même manière totalement ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en Libye. Mais j'ai condamné de la même manière les attaques en Irak. 1,4 million de morts. Contre le droit international, création de Daesh, qui nous ont frappés derrière. Ça, c'est le bilan des États-Unis d'Amérique et de la Grande-Bretagne. Le bilan de M. Sarkozy en Libye, c'est d'avoir attaqué un pays contre le droit international, d'avoir fait du pays le plus riche d'Afrique un terrain de jeu pour djihadistes, d'avoir fait le retour de l'esclavage sur les Noirs, rapport de l'ONU, c'est ça l'humanisme. Et dernier point sur la Libye, d'avoir créé une route pour migrants et d'avoir fait de la Méditerranée un cimetière pour migrants. Par conséquent, ça, c'est le bilan des nôtres. Et la seule candidate qui s'était opposée à cette guerre, à cet interventionnisme, à ce bellicisme, c'était Marine Le Pen, de A à Z. C'est fini, j'imagine. Voilà. Bon, j'ai encore d'autres points. Bon, je passerai sur le 3e thème. Merci Andrea Cotarac. On passe au 3e thème. Quelle politique en matière de transition écologique pour les 5 prochaines années? Quel mix énergétique? On sait qu'il y a eu différents scénarios de RTE qui ont été faits dans ce domaine. Quelle réponse aux dernières alertes du GIEC? Et donc, très logiquement, pour parler d'écologie, on va commencer avec vous, Benjamin Badouar. C'est juste le sort qui vous a désigné pour parler en premier sur ce thème. Je pense qu'il n'y a pas de hasard sur ce thème-là. Aujourd'hui, on le voit avec la crise de la Russie, de Poutine, de l'Ukraine. Ça rappelle que nous sommes vraiment dans la dépendance aux énergies fossiles et que nous manquons justement d'indépendance en France et qu'il faut aller vers un modèle plus indépendant. On est dans un modèle vraiment non résilient et il faut faire évoluer cela. Je rappelle que c'est sorti il y a quelques jours, la France est le seul pays européen qui n'a pas rempli ses objectifs en termes d'énergie renouvelable. Et j'espère que vous m'avez entendu, Monsieur Rodigoz. Donc j'espère que vous répondrez à cette question. Comment ça se fait que la France est le seul pays qui n'ait pas rempli ses objectifs en termes d'énergie renouvelable? Vous nous expliquerez peut-être ça tout à l'heure. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est conscient des problématiques énergétiques, écologiques au niveau de la planète. Vous avez suivi le dernier rapport du GIEC qui nous parle de conséquences cataclysmiques si on n'agit pas. Il faut bien avoir ces mots en tête, conséquences cataclysmiques.
Donc aujourd'hui, il faut agir. Et on sait aujourd'hui aussi, des prix Nobel économie le disent, ça coûte plus cher de ne pas agir. Donc vraiment, il faut agir sur ces sujets-là. Donc les scientifiques le disent, le GIEC le dit, tous les partis politiques petit à petit s'y mettent, avec plus ou moins de bonne foi et plus ou moins de réussite. Les citoyens le demandent, la conférence sur le climat l'a montré, les marches climat, quand on a des dizaines et des centaines de milliers de personnes dans les rues qui descendent, je crois qu'il faut les écouter quand même, c'est important d'écouter les citoyens. Les collectivités s'y mettent, et on l'a dit tout à l'heure, les entreprises maintenant s'y mettent vraiment très fortement, parce que c'est là que ça peut se passer aussi. Donc il faut développer notamment les énergies renouvelables très rapidement. Mais il faut les développer dans un mix énergétique. On ne peut pas mettre tous nos efforts sur une seule énergie, comme c'est fait depuis 60 ans. Il y a peut-être 60 ans, c'était peut-être une bonne raison, une bonne solution. Maintenant, il faut aller vers un mix énergétique. C'est comme les entreprises aujourd'hui qui répartissent les risques sur plusieurs domaines. Nous aussi, on doit aller sur plusieurs énergies renouvelables. En fait, là, tout simplement, gouverner, c'est prévoir. Et il faut aller plus loin, il faut aller vers l'avenir. Et aujourd'hui, cette transition énergétique, selon nous, elle doit être pilotée par l'État, mais aussi elle doit être décentralisée. On pense que les personnes qui sont le plus au courant, ce sont les personnes de terrain, les collectivités, les entreprises, qui connaissent les besoins et qui peuvent répondre plus facilement en cas de crise justement de consommation et qui peuvent répondre aux crises. On répond beaucoup plus facilement quand on respecte le principe de subsidiarité. Donc je pense que l'État, à ce moment-là, doit accompagner les collectivités qui sont demandeuses, justement, accompagner les collectivités et accompagner les entreprises qui sont demandeuses, qui n'ont pas forcément toutes les informations, qui, si elles veulent développer l'hydrogène vert ou le photovoltaïque sur leurs entrepôts, etc., il faut les accompagner parce que ce n'est vraiment pas simple aujourd'hui. Pourtant, on sait que c'est par là que ça se passe et c'est là qu'on va aussi faire des économies. Donc nous, plus concrètement, deux, trois petites propositions. Oui, rapidement, parce qu'on... Tout à fait, c'est réparer... C'est d'une part réparer, en fait, c'est mettre très rapidement 10 milliards sur les passoires thermiques, c'est protéger, donc avec un chèque énergie, avec une tarification sociale de l'énergie pour les plus précaires. Et enfin, c'est préparer, donc je vais vous parler de cette transition écologique, transition énergétique, c'est préparer l'avenir. Voilà, merci Benjamin Badouar. Pierre Oliver pour Valérie Pécresse sur l'écologie. Je pense que c'est bon. Voilà, très bien. Non, moi, il y a quelque chose qui me frappe depuis tout à l'heure. On entend un peu les uns les autres. Vous avez tous constaté qu'il y avait de l'argent magique et qu'on allait continuer de dépenser, quel que soit le thème, quelle que soit la machine. Mais jamais personne vous a dit on va faire des économies, on va remettre les finances de la France à plat pour pouvoir justement financer tout ça. Tout d'abord, la transition écologique, on sait tous que le moyen le plus rapide et le plus efficace de la faire, c'est le nucléaire. Sur le nucléaire, on a un gouvernement qui globalement a zigzagué sur les 5 dernières années. C'est-à-dire que vous aviez un Emmanuel Macron qui a finalement fait sienne la proposition de François Hollande de fermer Fessenheim, en parallèle qui nous a expliqué pendant des années qu'il était essentiel de fermer des réacteurs, de sortir du nucléaire. Et puis là, vous avez le Macron candidat qui change complètement de discours, qui fait l'inverse de ce qu'il a fait pendant 5 ans et qui veut finalement relancer le nucléaire. En parallèle, vous l'avez peut-être entendu, cet hiver, pour passer les vagues de froid, on a été obligé de réouvrir des centrales à charbon pour que nos différents ménages puissent avoir de quoi se chauffer. Ce qui là est un non-sens écologique, bien évidemment. Autre aspect, je dirais, du bilan un peu d'Emmanuel Macron, vous avez remarqué que toujours un petit bilan et puis après des propositions. Ce qui nous a finalement marqué aussi, c'est le poids de la France, encore une fois, au niveau de l'Union européenne, sur ces énergies renouvelables et en général sur le nucléaire. La France s'est couchée face à l'Allemagne, ce qui fait que d'ici 2040, nous ne pourrons plus prolonger la durée de vie de nos centrales nucléaires et à partir de 2045, nous ne pourrons plus construire de nouvelles centrales nucléaires alors que même c'est le moyen le plus rapide de faire cette transition écologique. En parallèle, mon collègue Benjamin Badouar l'a rappelé, on est loin d'être au rendez-vous sur la part du renouvelable des énergies renouvelables dans la production globale d'énergie. Et on est aussi en retard sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque même le gouvernement avait été obligé de changer le seuil pour essayer d'avoir un bilan positif. Une fois que je vous ai dit ça, quelles sont nos propositions avec Valérie Pécresse ? Tout à l'heure, j'en ai évoqué quelques-unes. La taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, qui est un élément essentiel, parce que finalement, la pollution, elle se fait aussi dans les autres pays, parce que c'est nous qui consommons ces biens manufacturés. On a cette préférence européenne que j'ai évoquée tout à l'heure également, qui a vocation à limiter les flux. Mais je dirais plus largement, c'est évidemment défendre cette filière du nucléaire. Et nous avons proposé la construction de 6 EPR
et la relance du programme Astrid. Vous savez, c'est ce programme qui permet de promouvoir ce réacteur 4e génération. En parallèle, et nous l'avons fait également dans nos régions, donc c'est pour ça que j'en parle ce soir, c'est le développement de la filière hydrogène. L'hydrogène est l'énergie de demain. Nous avons investi dessus à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Valérie Pécresse l'a fait également en Ile-de-France et nous y croyons largement. Et puis ça peut être également en parallèle de remplacer nos flottes, je dirais, de transport en commun, en mettant en place évidemment des flottes soit électriques, soit à hydrogène. Et l'idée, évidemment, c'est de décarboner nos mobilités. Et ça, là-dessus, on est totalement investi. Merci Pierre-Oliver pour Valérie Pécresse. Et donc Éric Pellet pour Éric Zemmour sur vos priorités en matière écologique. Alors, Éric Zemmour et Reconquête souhaitent revenir de manière tout à fait assumée à la filiale nucléaire. Alors, j'entendais, il y a beaucoup de propositions communes. On ne va pas jouer sur l'antériorité, mais elles étaient effectivement déjà exprimées par Éric Zemmour au milieu de l'automne sur la reprise du processus Astrid, EPR2, le fait de ne pas fermer les 12 centrales autres que Fessenheim, que Emmanuel Macron, au début de son mandat, avait annoncé fermer. Maintenant, il ne veut plus les fermer. On est toujours dans le en même temps et le revirement. On souhaite également entreprendre plusieurs politiques de dépollution des sols, une filière industrielle qui s'occuperait du recyclage et de l'élimination des plastiques, utiliser des énergies alternatives, mais pas les éoliennes. Ça, vous avez pu souvent l'entendre à la télé, avec Zemmour, un adversaire déterminé des éoliennes, mais plutôt passer sur la géothermie, l'hydraulique, le bois thermie, ainsi de suite. Mais en tout cas, faire disparaître ces éoliennes. Et j'entendais récemment M. Jadot indiquer qu'il en installerait 3000 sur le territoire français et sur le littoral si effectivement il était élu. Donc une politique extrêmement pragmatique et concrète, également sur l'environnement au niveau du patrimoine naturel, la préservation de nos forêts, le développement de nos espaces maritimes, le deuxième du monde, protection des animaux et autres. Donc je vous invite une fois de plus à aller consulter ce programme détaillé sur le site de Reconquête. Merci Éric Pellet. Andrea Cotarac pour Marine Le Pen sur votre politique en matière de transition écologique et de mix énergétique, entre autres. Écoutez, je finis juste sur la fin du coup, parce que ça touche à l'énergie, la fin de mon intervention de tout à l'heure. Aujourd'hui, à l'échelle de l'Union européenne, on souhaite effectivement, on se dit qu'on veut se rendre autonome de la Russie qui nous exporte son gaz naturel. Pour cela, on nous propose comme alternative le gaz liquéfié, c'est-à-dire du gaz nous provenant principalement des États-Unis d'Amérique, qui est transformé sous forme liquide, qui nous est ramené par supertankers ultra polluants à travers l'océan, puis qui est retransformé du liquide vers le gaz, et il faut là investir sur des réseaux de distribution à l'arrivée. C'est largement plus polluant que d'importer directement le gaz russe. Malheureusement, ce sont souvent mes collègues de gauche qui proposent cette solution. Alors on nous dit, oui, mais Poutine est un dictateur. Le problème, c'est que les trois géants du gaz liquéfié, c'est alors à la fois les États-Unis, qui n'est évidemment pas une dictature, c'est l'Australie qui nous a trahis sur les sous-marins nucléaires. L'un d'entre vous en parlait, je crois que c'est M. Pellet. Et le troisième, c'est le Qatar, évidemment, grande démocratie théocratique du Moyen-Orient. Par conséquent, je crois que l'indépendance de la France, c'est précisément le nucléaire. Et quand vous avez posé la question à M. Rudigoz, ou en tout cas au président de la République, de savoir pourquoi est-ce que la France n'a pas rempli à l'échelle européenne son changement, etc., en réalité, c'est parce que nous, on a du nucléaire et que justement, on pollue moins, on émet beaucoup moins de CO2 que l'Allemagne, qui, par exemple, avec les collègues verts en Allemagne, ont supprimé le nucléaire, mais malheureusement ont augmenté de 700% la consommation de charbon. Et donc pollue largement plus que la France. Par conséquent, c'est d'abord à l'Allemagne de faire des efforts en matière de CO2, et ensuite elle viendra nous donner des leçons, ce qu'elle fait à l'échelle européenne, pour qu'on quitte le nucléaire. Deuxièmement, je crois que la plus belle manière de protéger l'environnement, c'est le localisme. Assurer une préférence locale dans nos appels d'offres pour nos entreprises locales, c'est défendre notre patrimoine naturel comme nos forêts. Aujourd'hui, nous avons des Chinois
qui exploitent le bois, qui exploitent nos matières premières, dont nos entreprises locales ne peuvent pas utiliser. Il y a des chantiers qui retardent de 3 ans, et les Chinois disent très clairement, vous pouvez trouver sur Internet, on vient exploiter vos forêts parce qu'on veut protéger les nôtres. Comment se fait-il que nos entreprises françaises et locales ne puissent pas exploiter notre bois de manière évidemment écologique? Deuxièmement, c'est être patriote, c'est protéger notre patrimoine naturel en tout point. Les glaciers, nous avons une région Auvergne-Rhône-Alpes avec des glaciers qui fondent. Les Suisses sont bien plus en avant que nous en matière de recherche, en matière de développement, en matière de bois. Ils sont en train de faire des recherches, ils ont des écoles spécialisées financées par l'État pour trouver du bois beaucoup plus léger qu'on peut utiliser et qui serait beaucoup plus solide. Et enfin, sur l'hydrogène, je suis évidemment d'accord. C'est développé, notamment en matière agricole. Vous savez, il y a l'indication géographique qui sont des protections de nos produits agricoles, de vin, de fromage, de jambon. Vous avez les AOC, les AOP. C'est-à-dire qu'en protégeant nos produits agricoles, on protège nos emplois et on les protège surtout des traités de libre-échange. Vous avez, entre l'Europe et le Canada, par exemple, un traité de libre-échange qui s'appelle le CETA, dans lequel des Canadiens pourront créer du Saint-Marcelin, avec l'appellation Saint-Marcelin, avec des productions beaucoup plus bas, parce que Saint-Marcelin n'était pas protégé par la Commission européenne. Donc en protégeant nos produits agricoles, on protège notre identité, on protège nos savoir-faire, et en même temps, on protège nos emplois locaux. C'est un peu ça, la philosophie de Marine Le Pen. Et je fais faire comme M. Pellet. Nos programmes, c'est sur aime-la-france.fr. Voilà. Merci Andréa Cotarac. Anaïs Benouassa pour Jean-Luc Mélenchon. Quelle politique en matière de transition énergétique et écologique? Premièrement, un constat. Le rapport du GIEC qui est paru il y a quelques semaines et les constats sont assez alarmants. Il nous reste très peu de temps pour redresser la barque. Et aujourd'hui, excusez-moi messieurs, merci. Aujourd'hui, l'écologie, par exemple, dans la campagne présidentielle, elle concerne 2,7% du temps médiatique. Et donc, ce n'est pas une question qui est centrale et pour autant, il faut qu'on fasse les efforts nécessaires. Moi, je vais m'adresser à M. Rudigoz, mais c'est vrai que les femmes et l'écologie étaient les grandes causes du quinquennat. On a eu la Convention citoyenne où les propositions ont été vues à la baisse ou juste jetées à la poubelle. Et on a eu aussi la loi climat qui a été bien moins ambitieuse que les accords de Paris. Nous, en matière de planification écologique, on veut créer un plan, un haut commissariat à la planification écologique. Ça permettrait d'investir massivement, donc 200 milliards d'euros pour ce haut plan. Emmanuel Macron parlait de 30 milliards tout à l'heure. Nous, en fait, l'objectif est de créer des emplois en faveur de la transition écologique, en remettant au cœur des collectivités, des communes, puisque c'est elles qui appliquent premièrement la bifurcation écologique, par la gestion de l'eau, la gestion des déchets, et aussi créer une nouvelle génération. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de la fuite des cerveaux, mais réinvestir massivement dans les emplois qui vont nous servir demain, c'est-à-dire dans la filière maritime, c'est-à-dire dans la filière du bâtiment par ailleurs, pour la rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi dans la filière agricole, pour aller vers le 100% énergie renouvelable aussi. Nous, on est pour la sortie du nucléaire, parce qu'on considère que c'est une énergie qui est dangereuse et qu'on a les moyens techniques, et avec les futures générations, de pouvoir avoir cette transition énergétique. Donc voilà. J'ai un peu moins de temps de parole que les autres, mais c'est pas... Non, mais si vous avez encore 30 secondes non, c'est bon. Sur l'écologie, je vous en prie. Je veux pas... Non, mais je vous en prie, allez-y. Je la prendrai sur la conclusion. Très bien, merci. Alors, vous êtes adressé, Anaïs Benouassa, à Thomas Rudigoz. C'est lui qui doit poursuivre la politique en matière de transition écologique. Moi, je pense que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été au niveau de ce qu'on s'était fixé. Mais moi, je tiens quand même à rappeler à tous mes collègues que quand on est au pouvoir, quand on est à la gouvernance, des fois, on est confronté à des situations sociales assez extraordinaires. Je tiens quand même juste à rappeler que si on a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui a été le plus grand mouvement social, le plus impressionnant, pour ne pas dire le plus violent, et le plus fort depuis des décennies, c'est parti quand même d'une hausse d'une taxe sur le pétrole. Donc moi, je dis juste à certains collègues, bien, c'est très 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 bien de vouloir
comme cela, taxer un peu plus ce type d'énergie fossile. Moi-même, effectivement, il faut qu'on tende à améliorer les choses, mais quand on est après aux affaires, comme on dit, entre guillemets, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et d'ailleurs, on le voit bien, d'ailleurs, quand je vois la gestion écologiste de la ville de Lyon ou de la métropole de Lyon, on voit comment nos concitoyens réagissent par rapport à un certain nombre de mesures sur lesquelles veulent aller le maire de Lyon, Grégory Doucet, ou le président de la métropole. Je pense à la ZFE avec l'exigence qui est au-delà de la législation, parce que je sais très bien ce qui est souvent dit, mais la ZFE, c'est vous, le gouvernement, qui l'avez mise en place et la majorité présidentielle. Oui, on a mis en place une ZFE, comme nous, d'ailleurs, nous l'imposait l'Union européenne, pour un certain nombre de villes d'une certaine taille. Mais on ne souhaitait pas aller jusqu'où veut aller actuellement la majorité actuelle. Et je pense que, d'ailleurs, on l'a dit à la métropole, on a demandé à Bruno Bernard de faire très attention. Il y a des choses qui sont d'ailleurs, je trouve, observées avec attention par le président de la métropole, et je tiens quand même à le souligner, parce qu'on joue là avec des choses qui sont, pour les uns et les autres qui sommes confrontés à ces questions-là, on le voit bien, et nous ne sommes pas dans cette assistance les plus impactés, je pense, par rapport à des questions de pouvoir d'achat, mais pour certains de nos concitoyens, ça va avoir, en matière de renonciation à des véhicules, un impact énorme. Donc, il faut faire des efforts, il faut trouver des moyens de sortir des énergies fossiles, mais on ne peut pas y aller comme ça radicalement. Sur les propositions qu'a faites le président de la République, de la même façon, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre. Les énergies renouvelables, effectivement, il faut y aller, il faut augmenter ce niveau de production par les énergies renouvelables. Mais on le sait que les énergies renouvelables ont des fluctuations. Le solaire, c'est bien beau, mais quand nous avons un temps comme celui du mois de mars, bien, ça ne va pas bien fonctionner. Alors on se rattrapera pendant l'été, mais s'il suffit qu'on ait un été pluvieux, ça ne va pas marcher des masses. Pareil pour l'éolien. L'éolien, ça fluctue. Ce n'est pas du sûr à 100%. Et quand nous nous retrouvons face à une crise comme celle que nous vivons, géopolitique, internationale, et effectivement que nous sommes confrontés à cette dépendance du gaz et du pétrole russe, et sur lesquels nous tenons à renoncer ou à trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, eh bien, nous n'avons pas d'autre solution que de renforcer notre parc nucléaire. Et là, je partage l'avis de certains collègues qui sont autour de cette table. Effectivement, le président de la République l'a dit, il va falloir aller sur 6 nouveaux réacteurs nucléaires du type EPR2. Il va falloir aller peut-être même avoir préparé 8 centrales nucléaires en plus éventuellement. On n'y arrivera pas autrement, c'est indispensable. Pour terminer, je tiens aussi à rappeler un sujet qui est lié aux questions d'environnement et de transition écologique, c'est le Lyon-Turin. Et là aussi, j'interpelle mes collègues de la majorité métropolitaine, ou tout du moins les représentants d'Europe Écologie Les Verts, puisque le candidat Jadot a annoncé aujourd'hui que lui, président de la République, y renoncerait au Lyon-Turin. On parlait tout à l'heure, quelqu'un parlait de la problématique des glaciers, de la problématique des vallées alpines, qui sont effectivement confrontés plus que nous sur les problématiques de pollution du fait des poids lourds. Ce n'est plus possible, c'est des problèmes de santé publique également. La seule façon de sortir de ces problématiques de poids lourds, c'est d'avoir le Lyon-Turin. Et j'espère d'ailleurs que cela ne puisse pas être mis en cause quand on voit le niveau d'avancement sur lequel nous sommes, sur le Lyon-Turin. Je rappelle que c'est déjà plusieurs milliards d'euros qui ont été investis par l'Union européenne, par la France et par l'Italie. Voilà, mais ça traîne du côté français pour les voies d'accès et ça avance plus vite en Italie. Cédric Van Stevendel, en matière de transition écologique. Cette question, elle est quand même trop sérieuse pour qu'à un moment, malgré tout le talent oratoire de mon voisin de gauche, on puisse à un moment glisser Légèreté du Bois et Saint-Marcelin contre la lutte de la fonte des glaciers. Mais pourtant, je suis quand même impressionné par l'exercice. À un moment, j'ai même failli me laisser embarquer. Je crois qu'on est face au combat du siècle, en fait. Et c'est cela qui doit nous mobiliser. C'est pour ça que ça ne permet pas quand même un certain nombre d'imprécisions ou de jeux oratoires. D'abord, je crois que face à ce combat du siècle, le premier point que nous posons, c'est qu'on ne peut pas demander aux plus modestes d'entre nous de payer les excès des plus fortunés qui nous ont mis dans cette situation. Par les plus fortunés, je parle des pays les plus riches, qui sont les plus consommateurs, et d'un certain nombre d'entre nous qui avons des types de consommation qui nous ont aussi mis dans cette difficulté. Et ce n'est pas possible aujourd'hui qu'on fasse payer notre manque de vision, de vigilance aux populations les plus modestes. Et M. Rudy-Gose a raison de pointer la question de la ZFE comme une vigilance. Il a tort de l'instrumentaliser parce que les débats qui ont eu lieu en Conseil métropolitain cette semaine ont permis
de donner à voir que le président Bruno Bernard avait entendu et était aujourd'hui sur des positions constructives qui tenaient compte à la fois d'une ambition que David Kimmelfeld avait posée, c'est le gouvernement, mais c'est aussi le président de la métropole, et qu'on allait dans le bon sens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette question de cette transition écologique. Elle ne peut pas se faire au détriment des plus modestes aujourd'hui, pas simplement pour éviter un embrasement, mais tout simplement pour des questions de justice sociale. Et aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, cette question du risque écologique, finalement, c'est simplement le résultat d'un dérèglement, en tout cas, et d'une politique ultralibérale. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas non plus un dangereux gauchiste, c'est juste le pape dans son encyclique Laudato Si. Je vous invite à la lire, il y a plein de gens qui considèrent que c'est quand même un texte assez éclairant. Je ne parle pas de confession, je ne me permettrai pas, on est dans un pays laïque, mais sur la question de l'écologie, il y a quelques passages qui ne me manquent pas d'intérêt. Donc je ne vais pas faire du catéchisme, je vais juste vous dire ce qu'Anne Hidalgo, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, propose. D'abord, cette question climatique, on doit faire aussi une question de justice et on doit se doter d'un certain nombre d'outils qui permettent notamment la création d'un tribunal international environnemental. Deuxièmement, il nous faut absolument une vraie planification et un budget. Pour ce faire, alors là c'est le moment de la soirée où je ne me fais pas beaucoup d'amis, un impôt sur la fortune climatique pour 2 destinations. 1, la transition écologique et la modernisation d'un certain nombre d'infrastructures. 2, les mesures d'accompagnement social des ménages qui en ont le plus besoin, parce que ce n'est pas jouable de demander aujourd'hui à des smicards de changer de voiture s'il n'y a pas des aides suffisantes. Et aujourd'hui, et M. Rudigos, vous le savez, vous avez suivi les débats à la métropole, les aides proposées par le gouvernement ne sont pas suffisantes. Celles que la métropole met en place ne permettront pas de couvrir un certain nombre de situations et ce n'est pas possible. Et puis, l'autre élément, mais je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc je peux aller un peu plus vite. Alors moi, je ne suis pas le temps de parole, donc vous me faites un signe, M. Vacher. Mais donc, ces questions des odyssées industrielles autour des mobilités, notamment, en tout cas, elles participeront énormément à cette question de la transition écologique. Et puis un autre exemple, 760 logements privés réhabilités par an, ce qu'on n'a pas réussi à faire sur ce mandat-là. Et enfin, je conclurai quand même, je vais essayer de ne pas trop polémiquer ce soir, mais en fait, Thomas Rudigos, moi, c'est ma vraie déception, l'écologie de la part de Macron. Parce que la question du libéralisme, je ne me suis pas fait bercer longtemps d'illusions, ni de droite, ni de gauche et tout ça. J'ai quand même vu venir le truc assez rapidement. Mais je pensais qu'il y avait une vraie ambition écologique dans ce nouveau président de la République. Et ce que je ne lui pardonne pas, c'est l'échec de la Convention citoyenne. Ce n'est pas le réalisme dont il a fait preuve, vous avez raison, par rapport aux crises sociales. C'est d'avoir mobilisé autant de monde aussi longtemps en leur disant qu'ils allaient changer les choses et ensuite de n'appliquer aucune des solutions qui ont été proposées. Merci Cédric Vancy-Vandel. Voilà, on en a fini pour ce 3e thème. On va passer maintenant à la conclusion. Vous avez chacun 1 minute, un peu plus pour Anaïs Bellwassa, pour nous donner, j'ai envie de dire, une bonne raison de voter pour le candidat que vous soutenez. On commence avec vous, Éric Pellet. Merci. Éric Zemmour, vous l'avez connu, écrivain, journaliste, polémiste pendant 2-3 décennies. Il a décidé de passer à l'action politique début septembre 2021 car il voyait que la classe politique ne voulait pas reprendre les thèmes et les valeurs qu'il entendait défendre. En quelques mois, il a fondé un parti. Nous sommes 120 000 adhérents. Il pèse entre 12 et 15% des intentions de vote. On ne le sait pas exactement, on le verra le soir du premier tour, ce qui représente plusieurs millions d'électeurs. Et il affirme avec beaucoup de courage, on dit parfois brutalité, mais seule la vérité blesse, des analyses qui ne sont pas admises par la bien-pensance, par effectivement 40 années de discours un peu lénifiants qui refusent ou interdisent aux Français de leur montrer des réalités qui sont sévères et que nous entendons combattre. Donc combattre le grand placement, combattre le grand déclassement et faire que la France redevienne la grande puissance qu'elle a été sous Charles de Gaulle. Merci. Anaïs Bellwassa qui a 1 minute plus 1 minute pour nous donner une bonne raison de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous en donner plusieurs parce que c'est avant tout pour un programme qu'on vote, c'est pour des propositions. On l'a dit, je pense, collectivement tout le long de nos interventions, c'est qu'on dresse des constats et qu'il faut répondre aux enjeux de notre société, c'est-à-dire au pouvoir d'achat, à vivre dignement, à la transition écologique. Et
Ça, Jean-Luc Mélenchon, dans son programme L'Avenir en commun, qui n'a pas été fait dans un petit bureau avec 2-3 personnes, mais qui a été consulté des organisations qui sont des expertes dans ces sujets, c'est un programme qui a été fait collectivement et donc qui a des aspirations autres que simplement dresser des grands constats. Moi, j'ai envie de dire que pour les générations futures, dont je fais partie, j'ai envie d'une société qui est meilleure. J'ai envie d'une société où on peut vivre dignement. J'ai envie de partir à la retraite à 60 ans. J'ai envie d'avoir une souveraineté du peuple. Et j'ai pas envie que les décisions se décident en conseil de défense. J'ai envie d'aller à l'école, d'emmener mes enfants à l'école juste à côté de chez moi. J'ai envie de pouvoir me soigner correctement. Et j'ai envie aussi que tout le monde puisse avoir la même égalité. Et c'est ça l'enjeu de la République, c'est donner les mêmes moyens à tout le monde de pouvoir réussir de la même manière et toutes les chances. Et donc moi, je réfute complètement le grand remplacement et toutes ces théories folles parce que je considère que c'est grâce à la République et grâce à nos grands principes qu'on arrivera à avoir une société meilleure. Merci Anaïs Belwassa. Cédric Vensty-Vandel, une bonne raison de voter pour Anne Hidalgo. On m'avait dit que c'était moi qui concluais tout à l'heure, mais enfin bref, peu importe, mais du coup je n'étais pas prêt. Pourquoi voter pour Anne Hidalgo? D'abord, bien sûr, il y a un cap, 3 transitions, sociale, écologique et démocratique. Ensuite, il y a une méthode, et elle est importante cette méthode. Faire ensemble, rassembler, proposer de reconstruire plutôt que de diviser, plutôt que de faire en sorte de nous opposer les uns aux autres, et on voit bien comment on en a besoin aujourd'hui. Ensuite, il y a un budget. 50 milliards d'euros, comme le président Macron, visiblement. On n'est pas tout à fait pareil sur les recettes, mais globalement, 50 milliards d'euros avec des dépenses et avec des recettes. Je vais faire comme mes camarades, je vous invite à regarder le programme. Tout ça est très, très bien détaillé. Il y a peut-être un peu plus de fiscalité qu'avec le président Macron, mais on explique pourquoi c'est nécessaire à ce moment-là. Et puis enfin, pourquoi finalement je soutiens Anne Hidalgo? Parce qu'actuellement, c'est un peu la question qui m'est posée par les journalistes. C'est pas trop dur, gna gna gna, les sondages. Pourquoi je la soutiens en fait? Tout simplement parce que l'élection présidentielle, ce n'est pas une course de petits chevaux, ce n'est pas un concours de mode, c'est projet contre projet, c'est idée contre idée, c'est une vision de la France tout simplement. Et moi, cette vision de la France, Anne Hidalgo, elle l'a posée assez tôt. On a un programme qui est détaillé, on a un constat sur cette société, il y a des gens qui sont prêts à s'engager avec elle, des élus en responsabilité. C'est ça aujourd'hui le projet qu'on propose. Ensuite, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de débattre, mais cet acharnement médiatique qui a eu lieu immédiatement sur la personne d'Anne Hidalgo est inadmissible. Je le dis avec beaucoup de sincérité parce qu'on peut détester Anne Hidalgo, on a le droit dans notre pays démocratique. Mais par contre, mettre comme cela à l'indique cette candidate qui n'a jamais bougé sur les convictions qui étaient les siennes, qui dit depuis le début la ligne qu'elle aura en matière de social-démocratie, ben moi c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je défends ce programme, ce projet, cette candidate et les femmes et les hommes de gauche qui l'accompagnent, parce que je pense qu'on a des solutions pour la France autour des 3 actions que j'ai évoquées. Merci Cédric Vensty-Vandel. Pierre Oliver pour Valérie Pécresse, une bonne raison de voter pour elle. Alors une bonne raison de voter Valérie Pécresse, moi il y a évidemment, je pense qu'elle a une caractéristique particulière, c'est qu'elle a été déjà capable de faire, elle a un bilan, et elle a été réélue grâce à son bilan. Soyons très clairs, on est dans une situation économique qui ne nous permet pas de dépenser à tout va. On est dans une situation économique où les Français payent toujours plus d'impôts. Et donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut faire des économies pour que derrière nous puissions avoir un impact fort sur notre sécurité, sur les problèmes d'immigration, pour relancer la justice, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français et pour redonner de la force à la France. Valérie Pécresse, aujourd'hui, on l'attaque sur la forme, on l'attaque jamais sur le fond. Et prenez un petit peu le temps de regarder ce que dit Valérie Pécresse. Elle a eu, une fois encore, le courage de faire, et moi c'est pour ça que je suis pleinement engagé à ses côtés et que je crois très sincèrement que c'est la seule réelle alternative à Emmanuel Macron, parce que vous avez 3 partis populistes qui sont aujourd'hui fléchés pour aller au 2e tour, mais dans un vrai 2e tour, la seule qui peut battre Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse. Merci Pierre-Oliver. Andrea Cotarac, une bonne raison de voter pour Marine Le Pen. Écoutez, on a un moment démocratique extrêmement important, l'élection présidentielle, pour 5 ans, avec des choix qui seront faits dans ces 5 années qui auront peut-être des conséquences sur 20 ans. Ça, il faut en prendre conscience. Pour ce qui concerne Marine Le Pen, je vous propose de dépasser les caricatures. On dit que Marine Le Pen est raciste, elle est première dans les Outre-mer.
On dit que Marine Le Pen est antisociale, elle est première chez les ouvriers. On dit que Marine Le Pen ne connaît pas les entrepreneurs, elle est première chez les petits patrons. Et on a un pays qui aujourd'hui est fracturé. On a deux thématiques qui ressortent partout à la télévision en polémique, c'est l'environnement, on vient d'en parler, et l'immigration. Marine Le Pen, c'est la seule personne qui se dit on va clore les débats, on va proposer au peuple un référendum. 19 questions sur l'immigration et un autre référendum où il y en a 15, c'est sur le site Aime la France. Rédigé par un magistrat d'une part, rédigé par des localistes experts d'autre part. Vous pouvez aller voir et qu'on tranche, qu'on règle ces problèmes en redonnant le pouvoir au peuple. Et enfin, dernier point, et vraiment ça va aller très vite, je trouve qu'on a une France qui est absolument fracturée. Je suis absolument effaré par ce fait que les valeurs de la République, les valeurs de la France et de la laïcité ne sont plus aujourd'hui défendues par une partie de la classe politique française. Je sors de la région où un tiers des élus ont refusé de signer une charte qui affirmait les valeurs de la France, de la laïcité et de la République. Un tiers des élus de la République refusaient cette charte-là. Donc je propose véritablement de changer le cap, de se réunir, de se rassembler, d'apaiser la France, parce qu'aujourd'hui, et je donne juste un chiffre, on a à l'école un professeur qui s'est fait égorger pour avoir défendu la laïcité et la République. 75% des professeurs soutenaient le fait que Samuel Paty ait fait ce cours sur la laïcité et la liberté d'expression, et pourtant 50% de ces mêmes professeurs s'autocensurent pour parler de ces valeurs-là. Je pense que l'avenir est très important. Réfléchissez donc sérieusement. Merci Andrea Cotaract. Benjamin Badouard, une bonne raison de voter pour Yannick Jadot? Il y a plein de bonnes raisons. Je dirais que la meilleure des raisons, c'est, pour rigoler un peu, c'est que depuis 30 ans, ou 40 ans même, nous avons raison en fait, sur le constat et les solutions qui sont proposées. Mais bon, ça ne va pas faire forcément avancer le schmilblick et il ne faut pas regarder dans le rétro, mais plutôt aller de l'avant. Donc nous, on vous propose vraiment d'aller de l'avant et on veut vous emmener dans un certain point. Et ce point, c'est cette transition. Cette transition, on l'a commencé à la ville de Lyon, à la métropole, dans plusieurs villes françaises. Et elle a commencé aussi avec les entreprises, on l'a dit, avec les collectivités, les entreprises qui sont vraiment prenantes et partie prenante de ces innovations, de cette transition écologique, sur la solidarité, sur tout un tas de sujets, sur les entreprises fortes, sur le service public. Donc nous, on veut donner les moyens à cette transition en accompagnant les entreprises et les collectivités. Et aujourd'hui, donc, on va donner ces moyens-là et on va accompagner dans cette transition. Et je pense qu'ensemble, on sera plus fort et on pourra répondre à ces différentes crises. Merci Benjamin Badouard. Thomas Rudigo, c'est une bonne raison de voter pour Emmanuel Macron. Et vous serez le dernier. Alors, je vais faire court parce que vous êtes tous impatients de manger, j'imagine. Et puis, on aura l'occasion, je crois, après, de répondre à un certain nombre de questions. Exactement. Même si on ne se fait pas élire sur un bilan, je pense que pour beaucoup de nos concitoyens, cette présidence d'Emmanuel Macron a beaucoup marqué par les différentes crises que nous avons connues. Et dans ces temps encore incertains, avec une guerre aux portes de l'Europe, je pense que s'il y a un homme qui a pu démontrer ses capacités de gestion de crise, que ce soit une crise sociale, que ce soit une crise sanitaire, comme celle qu'on n'avait pas connue depuis un siècle, ou que ce soit maintenant une crise géopolitique internationale avec malheureusement une guerre en Ukraine, et demain nous ne savons pas avec ce dictateur qui est Vladimir Poutine et dont nous ne savons pas comment il peut réagir et jusqu'où il peut aller, eh bien je crois que nous avons besoin d'un homme qui a les compétences, qui a la solidité, qui a le mental pour affronter, justement, pour pouvoir être en confrontation. Vous le savez, pour ceux qui suivaient, je sais que vous le suivez, l'actualité tous les jours, Emmanuel Macron est en contact avec un grand dirigeant chinois, américain, européen, et même Vladimir Poutine, parce qu'il a décidé de garder le contact, parce qu'il a la possibilité encore d'échanger avec lui. Donc je crois que dans les lendemains qui nous attendent, qui peuvent être compliqués, je crois que là, nous avons un véritable chef d'État et je pense que c'est cela à quoi aspirent les Français. Merci madame, merci messieurs. Avant toute chose, moi je trouve qu'on pourrait saluer et apprécier la clarté des échanges, le côté très pacifié des idées échangées. Je trouve que dans le monde politique qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, ça fait plaisir de voir que les hommes politiques sont en capacité d'échanger de façon équilibrée et posée. Mesdames, messieurs, merci beaucoup.